Ouais, ça met toujours un petit peu de temps à démarrer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Huot. Alors, bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, Alain, tu es quelqu'un de nos antennes sur Bibouda, puisque tu es un spécialiste de l'aromathérapie, en particulier, en tout cas sur notre site, puisque tu proposes pas mal de formations sur les huiles essentielles. Mais ce soir, c'est pas le sujet. C'est un tout autre sujet, une autre expertise que tu as, Alain. Donc, c'est le jeûne. Alors, le jeûne, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, et pourtant, on en parle de plus en plus. Alors, justement, ce soir, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi le jeûne devient incontournable au XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est tout l'enjeu de la soirée, justement. J'ai eu l'occasion déjà, bonsoir à toutes et à tous de nouveau, bonsoir à celles et ceux que je connais déjà. Je sais que vous êtes nombreux à vous connecter ce soir parce que le sujet vous intéresse, vous l'allez un petit peu plus loin. Justement, c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Ça va être de réactualiser un petit peu les nouvelles données. J'ai déjà parlé sur les antennes de Bibouda du jeûne, mais ça va être différent. On va apporter d'autres données à la lumière de la science. Alors, pourquoi le jeûne devient incontournable? Eh bien, justement, si je devais répondre en un mot, c'est qu'aujourd'hui, notre mode de vie à l'occidental, la façon dont on vit, la façon dont on mange, les rythmes auxquels nous vivons, l'environnement, je pense aux polluants auxquels nous sommes confrontés, font que nous ne sommes plus adaptés pour pouvoir nous adapter à cet environnement. Et la bonne nouvelle du soir, c'est que notre corps a des ressources insoupçonnées et même insoupçonnables par la majorité d'entre nous, y compris par la médecine, on va dire classique, moderne, c'est que le corps a des capacités de pouvoir réguler des fonctions, des capacités de pouvoir harmoniser des fonctions à travers l'élimination des toxines, mais aussi à travers la réparation, à travers le repos du corps et de l'esprit. Et c'est ce dont on va parler ce soir, si vous voulez bien. Alors Alain, justement, tu as écrit un livre sur le jeûne, donc qui nous donnera, enfin, qui donne beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà nous dire, parce que beaucoup de personnes parlent de cure de raisin, etc., mais finalement, c'est pas du jeûne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer plutôt qu'est-ce que le jeûne? Alors, le jeûne, je vais prendre la définition qu'a donnée Herbert Shelton, qui est un des pionniers du début du XXe siècle sur le jeûne. Il dit la chose simple, le jeûne, c'est un arrêt de l'alimentation solide totale sur une durée déterminée et de façon volontaire. Ce qui différencie à la fois une grève de la faim, de la famine, des périodes de disette, mais également ce qui va dissocier de certaines diètes où on va prendre des jus de fruits ou des jus de légumes ou simplement une monodiète, comme tu évoquais, c'est-à-dire simplement un fruit, comme le raisin, qu'on appelle la diète Uval ou la cure Uval, les cures de raisin comme ceux que proposait Oshadi. Donc ça, ce sont des diètes ou des monodiètes. Donc le jeûne, pour moi, le jeûne, en tous les cas, celui dont on va parler ce soir, c'est le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'autant on n'arrête pas les boissons en tant les boissons à base d'eau, voire d'infusion, voire de bouillon, pourquoi pas dans certains cas, mais on prend aucun autre apport calorique. Et on verra qu'il y a une grande différence fondamentale, puisque j'ai la double expérience. Avant de pratiquer moi-même le jeûne, j'ai commencé mes premiers débuts sur des diètes, entre autres la cure de raisin, des diètes à base de carottes, de riz. Et ensuite, quand j'ai découvert le jeûne, j'ai trouvé que c'était tellement plus efficace, ça permettait d'aller tellement plus loin. Et paradoxalement, ce qui va peut-être vous surprendre, plus simple, plus facile à gérer, parce que quand il n'y a plus du tout de calories, le corps va réagir différemment que quand on continue à l'amener des calories à travers du raisin ou autre. Et donc, on va basculer sur un mode autolyse, c'est-à-dire je consomme mes propres réserves. Et ça, on va voir au cours de ce déroulé, ça a énormément d'avantages parce que ça va enclencher des voies métaboliques qui ne sont pas enclenchées ou moins bien dans d'autres situations. Alors, j'ai rien contre les cures de raisin, j'ai rien contre les monodiètes, mais c'est pas la même démarche, ça n'a pas les mêmes finalités. Alors, on va parler ce soir de différents types de jeûnes à travers des différentes durées, que ce soit le jeûne séquentiel sur 16 heures, que ce soit le jeûne séquentiel sur 20 heures, sur 3 jours, sur 7 jours, voire dans certains cas, j'évoquerai, il y aura peut-être des questions sur des durées un petit peu plus longues. Pourquoi ?
Mais ce sera sur une base de jeûne hydrique. Je n'aborderai pas non plus le jeûne sec, qui est extrêmement intéressant. J'ai pratiqué aussi, je pratique occasionnellement. Celui-ci est beaucoup plus exposant, nécessite une très bonne connaissance de son corps et a pas mal de contre-indications. Alors, si c'est sur une journée, c'est pas trop gênant, mais je sais que certaines et certains qui nous écoutent m'ont déjà interrogé sur est-ce que ce serait intéressant de faire 3, 4, 5, 6, voire plus de jeûnes secs. La réponse, ça peut l'être, mais il y a énormément de précautions, donc je ne rentre pas dans ce débat par rapport à d'éventuelles contre-indications. Alors, est-ce que... On peut démarrer par le diaporama, si tu veux, Emmanuel. Oui, c'est ce que je voulais savoir, si tu voulais... Donc, que la technique nous rejoigne, on va lancer le diaporama qui va nous permettre de faire un support. Comment va se dérouler la soirée en 3 temps. Premier temps, justement, je vous ai préparé un webinaire sur pourquoi le jeûne devient incontournable au XXIe siècle. Donc, on va traiter ces différents aspects. Tu peux même enclencher directement. Donc là, vous voyez le titre du livre, mais qui est sorti depuis le 9. Donc, vous voyez, c'est tout neuf, c'est avant-hier. On revient si tu veux bien, sur le programme, sur le menu. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer assez rapidement sur quelques données de santé publique, où on va voir que finalement, aujourd'hui, notre santé n'est pas très bonne, même si on vit plus vieux, il y a quand même des vraies questions à se poser. Rapidement, je vous proposerai de voir en quoi le jeûne peut être intéressant et en quoi il va être utile pour justement agir en termes de prévention, voire dans certains cas, en termes de traitement ou d'action, si vous préférez, pour ne pas utiliser des termes trop médicaux, sur les maladies de civilisation, ce que j'appelle les maladies de civilisation, ou ce qu'on appelle dans le jargon médical, les maladies de civilisation, c'est également un synonyme des maladies chroniques évolutives. Donc, je parlerai un petit peu de l'action du jeûne sur la prévention du cancer, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, comme l'accident vasculaire cérébral. Je parlerai également de la dimension psychique du jeûne, qui pour moi est tout aussi importante que la simple détox. Et lorsque, en tous les cas, je propose un jeûne, je le suggère, ou je le conseille, ou je l'encadre, c'est toujours dans une vision globale, car n'oubliez pas que nous sommes corps et esprit. Donc on verra que le jeûne agit également sur tous les effets toxiques de notre mode de vie à l'occidental, rythme trop élevé, surmenage qui va entraîner des possibilités de dépression, de fatigue chronique, voire de burn-out, d'anxiété, d'insomnie. Mais on verra, et ce sera un petit peu le deuxième volet que j'affectionne beaucoup, au-delà des aspects scientifiques qu'on aborde en première partie, c'est de voir que le jeûne, faire un jeûne et ne pas changer son hygiène de vie, ça n'a pas d'intérêt, à mon sens. Le jeûne est très intéressant dans la mesure où lorsqu'on prend soin de son corps, il nous le rend bien et quelque part, il va nous donner tout un tas de sensibilité, d'écoute pour aller vers une hygiène plus adaptée. Donc on verra que c'est un super tremplin pour améliorer son hygiène de vie. Et deuxième temps, je vous présenterai rapidement, pour celles et ceux qui s'intéressent, mon ouvrage qui est sorti donc le 9 septembre. Je vous enverrai, vous aurez également un lien qui permettra, si vous le souhaitez, aller un peu plus loin, d'avoir quelques extraits du livre chez mon éditeur. Et on terminera par la partie que vous adorez, qui est la question-réponse. Je dis vous adorez parce que là, on est en direct et je vois déjà plusieurs dizaines de questions qui apparaissent déjà. Donc, ça veut dire que le sujet fait débat. Donc, on rentre dans le vif du sujet, si tu veux mettre la diapo d'après, Emmanuel. Emmanuel? Oui, oui. Ok. Il y a un petit décalage, oui, je sais, c'est la technique. Alors, la diapositive qui ne va pas tarder à s'afficher vous montre que, parce que vous pouvez le revoir, les diapos, vous pourrez le revoir après, que dans ces données de santé publique, en fait, les médias officiels nous disent « nous vivons de plus en plus vieux grâce au progrès de la science, grâce au progrès de la médecine, on vit plus vieux que nos parents, grands-parents et générations précédentes ». Sur le fond, ce n'est pas faux, sauf que, bien que ce soit en train de s'inverser, cette tendance, moi, ce qui m'inquiète un peu plus en tant que spécialiste de la santé, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux malades. Et ça, ce n'est pas forcément un progrès, malgré les progrès de la médecine, malgré les progrès de nos conditions, ou malgré les conditions de vie qui sont plus favorables, en tous les cas, dans le monde occidental, dans le monde des pays développés favorisés, là où je vous parle, eh bien, on a une espérance de vie en bonne santé qui régresse. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on voit sur le point d'après, Emmanuel, que les maladies chroniques touchent un Français sur 5, un Occidental sur 5. Donc les maladies chroniques évolutives, c'est celles qui nous rendent invalides petit à petit et qui fait qu'on ne trouve pas de solution. Autrement, si on en trouvait, elle ne serait pas chronique, elle serait
ponctuel, et à un moment donné, on arriverait à régler. Donc, ça concerne, je vois qu'il y a des questions, beaucoup de questions autour du diabète type 2. Là, ça en fait partie des maladies chroniques évolutives. Diabète type 1 et type 2, c'est des cancers, c'est sclérose en plaques, c'est la maladie d'Alzheimer qui est une vraie catastrophe, etc., etc. En même temps que ces paramètres-là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui souffrent de surpoids et d'obésité que des gens qui souffrent de famine. Il y a un paradoxe, il y a une partie de l'humanité qui meurt de faim, pendant que l'autre dégénère et se retrouve malade à cause d'une surconsommation. On mange trop, trop souvent, et surtout pas les bons carburants qui sont mis dans notre assiette. Donc, c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité, depuis 2016 ou 2017, que l'obésité tue désormais plus que la famine. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui sont préoccupants. Et ce qu'on va voir sur la diapo suivante, c'est que justement, pour autant, on a des solutions. Donc, je vous indique, hier, on mourait de maladies infectieuses. Oui, il y a eu le choléra, il y a eu la peste, il y a eu la tuberculose plus récemment. Mais aujourd'hui, on dégénère. Alors, le cancer existe depuis l'aube de l'humanité. On a retrouvé des cas de cancer du temps de César, donc il y a plus de 2000 ans, sauf qu'à l'époque, c'était marginal. C'était 1 pour plusieurs millions d'habitants. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que les cancers ne font que de progresser. Donc, ces maladies cancéreuses concernent une population croissante. Sur la diapositive d'après, on va voir justement les statistiques. Alors, les statistiques, vous voyez, j'invente rien, je prends les statistiques officielles. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les scientifiques, tous les chercheurs, et je les rejoins, ont la même vision, c'est qu'il n'y a pas une cause du cancer. On ne peut pas dire que c'est parce que vous fumez que vous allez avoir un cancer du poumon. On ne peut pas dire parce qu'il y a des polluants ou parce qu'on utilise les glyphosates que vous allez avoir tel type de cancer. Non, c'est un phénomène cumulatif. Bien sûr, les 2 cas que j'ai évoqués, ce sont des phénomènes aggravants, c'est-à-dire qu'ils vont amplifier les risques. On sait très bien qu'il y a un lien direct de causalité entre l'exposition aux polluants, que ce soit le tabac, que ce soit les pesticides, que ce soit les polluants environnementaux et le cancer, mais c'est également dû à ce qu'on met dans l'assiette, c'est également dû au stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie génétique, c'est même pas 2% des causes de cancer. Donc, les cancers particuliers à visée hormonale, comme celui qui a touché la famille d'Angela Jolie, eh bien, c'est marginal, c'est même pas 2%. Donc, c'est-à-dire que 98% des cancers aujourd'hui, eh bien, sont dus à l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, ma conclusion, et là c'est simplement du bon sens, c'est de dire que le moyen le plus efficace pour pouvoir prévenir ces maladies cancéreuses, c'est d'agir sur son environnement. Diapo d'après. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est en quoi justement cette solution radicale. Mais c'est parce qu'elle est radicale, je parle de la pause alimentaire, qu'elle a une efficacité accrue que n'importe quelle autre approche, qu'il soit un régime hypotoxique, qu'il soit une diète ou une monodiète, eh bien, le jeûne va avoir des effets beaucoup plus importants et des effets beaucoup plus marqués sur la capacité à prévenir les maladies cancéreuses. La première raison, on est exposé à trop de polluants. Eh bien, sachez qu'en réalité, ce n'est pas le jeûne qui fait la détoxication, c'est notre corps. Certains détracteurs du jeûne disent aujourd'hui, je lisais un article encore il y a 2 jours dans la presse en disant « mais à quoi bon jeûner ?» C'était un nutritionniste qui disait « mais ça n'a pas de sens de jeûner. Nous sommes équipés des outils pour pouvoir nous libérer des toxines. Ça s'appelle la détoxication hépatique. » Eh bien, ce médecin a tout à fait raison, ce nutritionniste a tout à fait raison, mais il oublie juste un détail, ou elle oublie juste un détail, parce que c'était une femme en l'occurrence, c'est que l'environnement dans lequel on est ne laisse plus la place à nos fonctions de détoxication hépatique pour pouvoir chasser, nettoyer tous les jours ce qui s'accumule en contrepartie dans nos tissus et qui petit à petit va faire le lit des maladies et des attaques virales et autres parce que ça va ouvrir la porte à des différentes possibilités d'intoxication et d'infection. Alors, le fait d'arrêter de manger, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le corps se met en mode détoxication et ce qu'il n'a pas pu faire au fil du temps, eh bien, il va avoir la possibilité extrêmement précieuse pour lui de faire le grand nettoyage. On a une preuve évidente. Bien sûr, moi, j'ai des documentations scientifiques par rapport à ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrête de manger, on se retrouve avec des haleines extrêmement chargées, avec des transpirations extrêmement chargées, et je parle dès le premier jour, et même des fois dans la phase de préparation. Donc, on ne peut pas incriminer les corps cétoniques, c'est-à-dire la transformation du gras en carburant, qui lui-même donne un odorat un petit peu particulier. Non, ce sont vraiment les toxines qui sont remises en circulation et qui s'éliminent. On peut aussi vérifier
lorsqu'on arrête de manger, à partir d'une journée ou deux, la couleur de nos urines, la couleur et les odeurs aussi de nos matières fécales. Alors, je ne veux pas rentrer dans le scato, mais c'est simplement pour dire, regardons ce qu'on élimine. Et si on l'élimine, c'est parce qu'on l'avait déjà dans nos tissus et que c'est remis en circulation, que c'est libéré. Donc, moins de toxiques, moins de polluants, c'est le moyen le plus efficace pour éviter les risques de dégénération de nos cellules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ça, des cellules cancéreuses, on en fabrique tous les jours. Nos cellules vieillissent et en vieillissant, eh bien, justement, certaines dégénèrent. Mais ce phénomène va être considérablement amplifié si on est exposé à trop de polluants et trop de déchets. Quand je parle de polluants, bien sûr, il y a ceux de l'environnement, les pesticides, les conservateurs, les colorants, etc. Même en mangeant sainement, même en mangeant bio, certes, on est beaucoup moins exposé, mais on en prend quand même un peu. Mais il y a aussi les déchets que fabrique le corps. Donc, le fait qu'il ne fabrique plus de déchets, qu'il est plus exposé, c'est le meilleur moyen d'éliminer. La deuxième vertu, qui n'est pas des moins importantes dans le jeûne, c'est que lorsqu'on ne digère plus, lorsqu'il n'y a plus toutes ces sollicitations du tube digestif, eh bien, on a un effet anti-inflammatoire du jeûne. Plus le fait que les cellules se protègent par rapport au fait de ne plus amener de carburant, donc le jeûne était anti-inflammatoire. Or, on sait que tous les cancers se développent sur un terrain inflammatoire. Pas que les cancers, plein d'autres pathologies, mais en particulier, puisque là je vous parle du cancer. Donc une action anti-inflammatoire, c'est également extrêmement précieux pour prévenir les risques de maladies cancéreuses. Vous avez mis en troisième ligne le fait de ne plus manger, le corps ne fabrique plus d'insuline. Comme il ne fabrique plus d'insuline qui est utile uniquement pour pouvoir absorber le sucre, eh bien on a un effet hypo-insulinisant, c'est-à-dire que les taux d'insuline baissent. Et on sait que des taux élevés d'insuline favorisent les multiplications des cellules cancéreuses. Donc du coup, même s'il y a quelques cellules cancéreuses, on ne les multiplie pas et on permet à notre système immunitaire de balayer et de nettoyer toutes les cellules cancéreuses qui se promenaient. Je vous le rappelle qu'on fabrique tous les jours, mais là on remet les compteurs à zéro, donc c'est extrêmement précieux. Si tu veux mettre la partie d'après, Manuel, s'il te plaît. Et donc ça, c'est le fait, je vous indiquais, que le jeûne agit sur les facteurs à risque. Mais en même temps, et là c'est bien intéressant, et on va déjà le noter, c'est que le fait de mettre le corps et la tête au repos, eh bien c'est extrêmement précieux parce qu'on active des voies métaboliques. On pourrait dire qu'on ouvre les portes de nos capacités d'auto-guérison, d'autorégulation, et on ouvre même la voie à des médicaments que l'on est capable de fabriquer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous les corps cétoniques. Eh bien, un des corps cétoniques, qui s'affiche ici, qui porte le nom un peu barbare de bêta-hydroxybutyrique, eh bien, ce bêta-hydroxybutyrique agit comme un médicament anticancéreux. C'est documenté scientifiquement, donc ça vaut une super chimiothérapie. C'est aussi efficace, sans les effets secondaires. Donc, non seulement on prévient, mais en plus, on commence à agir sur des débuts de développement de cellules cancéreuses. Et en même temps, ce qui est extrêmement précieux, c'est qu'on active les voies de l'autophagie. C'est ce qui a montré la science, c'est-à-dire que l'autophagie, c'est la capacité qu'a le corps à réparer les dégâts à l'intérieur d'une cellule. Ça a même valu un prix Nobel de médecine en 2016 pour Oshuni, comme je vous l'indique. Donc tout ça, c'est le moyen, à mon sens, le plus efficace pour prévenir les maladies cancéreuses. Tant et si bien, pas chez nous, on n'en est pas encore là, mais je ne désespère pas que ça vienne petit à petit chez nous, que les personnes qui ont eu des maladies cancéreuses, et je sais qu'à travers les centaines de personnes qui nous ont déjà rejoints, et je me réjouis de voir combien vous êtes nombreux, eh bien je sais que certains s'intéressent et se disent comment je peux faire maintenant pour permettre d'éviter les risques de récidive. Eh bien le moyen le plus efficace, c'est de pratiquer un jeûne une fois par an, voire 2 fois par an, mais au moins 1 fois par an, et je vous donnerai un petit peu les protocoles tout à l'heure. Ça, c'est extrêmement important. On a parlé du cancer, on va parler d'une autre pathologie qui nous touche aussi sur la diapo d'après et qui est tout aussi importante. C'est la deuxième cause de mortalité. Alors, j'ai classé par ordre de mortalité. La première cause de mortalité en France, en tous les cas chez nous, c'est devenu depuis l'année dernière ou 2 ans les cancers. La deuxième cause qui était avant la première, donc ça s'est inversé, c'est les maladies cardiovasculaires, incluant les infarctus du myocarde, bien sûr, mais également tous les AVC qui touchent de plus en plus des gens et de plus en plus jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies cardiovasculaires ont des facteurs à risque. Les facteurs à risque, bien sûr, c'est le surpoids. Alors, le jeûne n'est pas fait pour jeûner, mais il régule le poids. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça marche, beaucoup mieux qu'un régime, sans effet rebond. Le jeûne fait baisser la glycémie. Bien sûr, on n'a même plus de carburant,
Donc, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang baisse. Le corps refabrique du sucre à partir d'autres éléments, protéines au début et ensuite gras. Et donc, on a une glycémie qui est beaucoup plus basse. Or, on sait qu'une glycémie élevée, et c'est le problème des diabétiques ou prédiabétiques, il y a des questions autour du diabète, eh bien, le grand facteur à risque des diabétiques, c'est d'avoir un environnement hyperglycémique, c'est-à-dire que la glycémie qui est trop élevée et le glucose au flot sanguin. Il faut que tu coupes le micro, Emmanuel. Le deuxième facteur à risque qui est extrêmement intéressant, c'est que le jeûne va agir sur les taux de cholestérol et les triglycérides, et donc ça fait baisser tout cet environnement-là. Or, on sait que des taux de cholestérol élevés trop longtemps, des taux de triglycérides élevés trop longtemps, risquent de faire des athéromes, et donc ce sont des facteurs à risque au niveau des maladies cardiovasculaires. Le jeûne est un médicament comme un hypotenseur. Alors, ceux qui n'ont pas d'hypertension, soyez rassurés, vous n'allez pas vous retrouver en hypotension, même si elle baissera un petit peu. Mais par contre, ceux qui sont hypertendus vont avoir une action régulatrice grâce au jeûne, pendant le jeûne, et le bénéfice peut se poursuivre pendant plusieurs mois si derrière on en profite pour corriger certains paramètres de son hygiène de vie. Donc, hypotenseur, hypo-inflammatoire, on l'a vu, ou anti-inflammatoire, et en même temps, il réduit les radicaux libres qui attaquent les vaisseaux sanguins. Donc là, je vous ai mis les 5 paramètres les plus importants qui sont vraiment notoires pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, si vous êtes exposé par rapport à des antécédents familiaux, il y a des paramètres familiaux qui peuvent jouer sur, entre autres, les problèmes de cholestérol élevé. Il y a des gènes qui marquent par rapport à ça. Si vous êtes exposé par rapport à des taux de glucose élevés, eh bien, le jeûne est fait pour vous à titre préventif. Et si vous avez déjà eu des alertes ou des maladies cardiovasculaires, le jeûne est également fait pour vous parce que vous allez agir en prévention et comme un réel médicament. Troisième paramètre ou troisième action sur lequel le jeûne agit, si tu veux bien mettre la diapo d'après Emmanuel, c'est le fait qu'on n'est plus là dans le... Non, c'était revient en arrière un petit peu. C'était là, j'avais oublié en plus. Donc là, on voyait le fait qu'il agit sur les facteurs à risque. Mais en plus d'agir sur les facteurs à risque, il favorise certains paramètres. Il fait baisser la graisse, il fait baisser le poids, mais la différence avec un régime, ça attaque les muscles beaucoup plus que le gras, contrairement à ce qu'on croit. Alors que le jeûne, c'est l'inverse, il épargne les muscles. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas une épargne protéique, eh bien, nous ne pourrions pas jeûner plus de 15 jours. Or, dans des jeûnes thérapeutiques ou dans des périodes de famine, on sait très bien que l'homme qui n'a pas l'homme avec un grand H, donc hommes et femmes, bien évidemment, qui n'ont pas de risque particulier ou de problèmes de santé particuliers, peuvent vivre sur des durées beaucoup plus longues, en moyenne 30 à 40 jours sans problème. Et s'il n'y avait pas cette épargne protéique, eh bien, la fonte musculaire mettrait en danger l'intégrité de la santé immunitaire, mais surtout l'intégrité de la santé cardiaque, parce que le cœur est un muscle. Donc, le fait d'avoir cette épargne protéique est intéressant, et le jeûne a ciblé beaucoup plus la graisse, et en particulier la graisse autour des viscères, du cœur, du foie, et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la graisse viscérale, c'est le facteur à risque le plus important sur les problèmes de diabète et sur les maladies cardiovasculaires. Et en plus, et en dernier lieu, au niveau, maladies cardiovasculaires, le jeûne fait baisser les niveaux de stress, d'anxiété, et donc il augmente la résistance nerveuse, et on sait que le stress est un facteur également à risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc, que des bénéfices, que des intérêts. C'est là où on voit maintenant la maladie d'Alzheimer, si tu veux bien mettre, Emmanuel, la diapo d'après. Voilà. Maintenant, je ne parle pas de la troisième cause de mortalité, je parle de la cinquième qui, à mon sens, c'est pas mon sens, c'est ce que disent les recherches scientifiques et surtout ceux qui font des études, de prévision, c'est que la maladie d'Alzheimer était la 14e cause de mortalité en 2000. En 2019, à l'heure où je parle, il est passé à 5e cause. Et en 2016, donc je n'ai pas une statistique plus récente, mais ce n'est pas très vieux, 2016, on sait qu'il y avait 1 million de cas en France. C'est énorme. 380 000 nouveaux cancers, c'était les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 1 million de cas d'Alzheimer, des nouveaux cas qui arrivent chaque année. Et à l'instar de ce que j'ai dit pour le cancer, c'est multifactoriel. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une cause. Donc c'est tout l'environnement sur lequel il faut jouer. Alors, bien sûr, quand on modifie son environnement, on limite les risques de maladies cardiovasculaires, on limite les risques de cancer, on limite les risques de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est mieux qu'un médicament. On agit sur tous les paramètres à risque de toutes ces maladies dégénératives, chroniques, évolutives. Ce qu'il faut savoir, c'est que
grand nombre d'études scientifiques convergent et montrent que le fait de réduire l'apport calorique eh bien, est le moyen le plus efficace pour prévenir les risques de maladie d'Alzheimer. Eh bien, plutôt que de se serrer la ceinture tous les jours, moi je vous propose un autre programme qui est de faire du jeûne intermittent, faire des pauses alimentaires un peu plus longues, 1 à 2 fois par an, et c'est le programme que je propose à titre préventif de la maladie d'Alzheimer. Et le jeûne, bien sûr, est tout à fait adapté par rapport à ça. Je vais mettre la diapo d'après. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, à quel niveau le jeûne va agir? D'abord, on revient à ces fameux corps cétoniques dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Eh bien, les corps cétoniques ne sont pas que des agents anticancéreux, ils ont également une autre capacité, c'est que ce sont des médicaments anti-stress. Lorsque l'on se nourrit de ses propres réserves adipeuses, qui est transformée une partie en sucre, à travers le glycérol, ce sont des triglycérides qui sont stockés dans les tissus adipeux, pour ceux qui connaissent un petit peu la médecine. Donc, le tissu adipeux stocke le gras sous forme de triglycérides. Il y a un glycérol, c'est l'alcool. Lui est directement transformé en sucre, en glucose. Et les 3 acides gras, donc la partie acides gras, eux, ils vont être ou brûlés dans les cellules, ou retransformés dans un composé intermédiaire que sait utiliser le cerveau. Donc ça, c'est extrêmement passionnant parce que le cerveau va fonctionner au corps cétonique. Et ce corps cétonique, c'est un super carburant ou un super fuel métabolique au niveau de nos neurones, antioxydant, c'est-à-dire qu'il protège du stress oxydatif nos neurones et en toutes circonstances. Donc c'est mieux que n'importe quel antioxydant, ce qui n'empêche pas d'en manger en dehors des jeûnes pour protéger l'ensemble de ces cellules. Les corps cétoniques, c'est le meilleur protecteur de nos neurones. Il faut savoir, c'est que là, on a des imageries médicales qui nous l'ont montré, des études scientifiques qui nous ont montré que lorsqu'on fait l'hypocalorique, ou encore mieux, lorsqu'on fait un hypocalorique total, c'est-à-dire du jeûne séquentiel et sur des durées plus longues, eh bien, on baisse le taux de protéines amyloïdes, ou les protéines tau, c'est un synonyme, c'est-à-dire celles qui engluent nos neurones et qui fait qu'à un moment donné, les neurones ne vont plus pouvoir communiquer entre eux et qu'on perd des fonctions cognitives, ce qui explique que le patient atteint de la maladie d'Alzheimer ne sait plus faire certains gestes parce que les neurones ne sont plus connectés entre eux et donc il n'y a plus de possibilité de se souvenir, donc c'est effacé. Eh bien, le jeûne agit comme un médicament pour faire baisser ces protéines amyloïdes, ces protéines amyloïdes, ou ces protéines tau. C'est ce qu'a ciblé la recherche pharmaceutique, mais les médicaments ne se sont pas montrés suffisamment efficaces, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont ou plus prescrits, en tous les cas plus remboursés. Eh bien, le jeûne marche à ce niveau-là. Le jeûne, je le répète, est anti-inflammatoire. Or, on a un grand chercheur, je vous invite à noter son nom et vous pouvez faire des recherches. Il a même écrit un super livre sur le sujet, si vous êtes concerné ou si vous êtes des proches, il s'appelle Dale Bredesen. Et Dale Bredesen, qui est un neuroscientifique et un chercheur en neurologie, travaille depuis plus de 30 ans sur la maladie d'Alzheimer. Il a montré que cette maladie était multifactorielle et que les médicaments agissaient sur un facteur. Or, il y a plus de 36 facteurs à risque sur lesquels il fallait agir. Donc, il a mis un programme au point qui s'appelle RECODE. Donc, c'est un acronyme de son programme, mais c'est aussi l'image, la métaphore pour dire qu'on recode son hygiène de vie, on recode sa façon de fonctionner et on relance les fonctions cognitives. Il a montré qu'on pouvait inverser la tendance sur des maladies d'Alzheimer déjà déclarées. Certes, pas forcément au stade terminal, mais déjà enclenchées. Et dans les différents paramètres qu'il évoque, eh bien, il dit le premier paramètre sur lequel il faut jouer, c'est l'exposant aux pathogènes et aux toxiques. Le jeûne agit à ce niveau-là. Le deuxième paramètre sur lequel il faut jouer, c'est baisser les taux d'insuline. Il propose un régime à index glycémique bas. Le jeûne agit à ce niveau-là. Le troisième paramètre sur lequel il faut jouer, c'est l'environnement inflammatoire. Le jeûne agit également à ce niveau-là. Si le sujet vous intéresse, je ne vais pas trop développer parce que j'ai écrit tout un chapitre dans l'ouvrage que je vous présenterai tout à l'heure où j'ai réécrit à la lecture des connaissances scientifiques de Dale Bredesen, j'ai réécrit l'intérêt du jeûne avec un programme d'après-jeûne pour prévenir ou agir sur des débuts de maladie d'Alzheimer. Mais donc, ça veut dire qu'on est, à ce stade de l'exposé, vous entendez qu'on agit sur déjà plein de paramètres. On va voir que ce n'est pas tout. Si tu veux montrer la diapo d'après, Manuel, on va voir que le jeûne agit également sur... donc oui, là, j'avais juste un petit rajout à faire. C'est qu'en plus, il permet de refabriquer des nouveaux neurones. Or, la recherche médicale, en l'occurrence, à travers des travaux d'une Française, Sandrine Turet, cible des solutions pour refabriquer des neurones. Eh bien, on en refabrique dans l'hippocampe, qui est la mémoire de justement
que le patient atteint de la maladie d'Alzheimer perd et qui fait qu'il ne sait plus faire certains gestes. Et c'est même dramatique parce qu'on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, on meurt des conséquences de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne sait même plus déglutir et donc il y a des troubles à ce niveau-là de la déglutition, etc. Donc, sur la diapo d'après, nous allons voir, et là il y avait des questions sur le diabète, donc ça va me permettre de répondre à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes plus de 500 qui êtes en direct, c'est super. Le sujet vous intéresse et je m'en réjouis. Eh bien, vous allez avoir la réponse à votre question. En France, on a 3,7 millions de personnes qui prennent un traitement médicamenteux pour le diabète. Alors, quand je parle du diabète, c'est les diabètes type 1 et type 2. Mais il faut savoir qu'en réalité, je parle surtout du diabète type 2 parce que 90% des diabétiques sont atteints par un diabète qui n'est pas héréditaire, qui n'est pas une maladie auto-immune, c'est une maladie métabolique, c'est-à-dire qui est due à l'environnement dans lequel nous vivons et en particulier ce qu'on met dans l'assiette. Le stress agit, mais c'est surtout l'alimentation qui est un facteur déterminant. Eh bien, le jeûne est la meilleure indication pour traiter les diabètes type 2 ou les prévenir, sans compter qu'au-delà des 3,7 millions de personnes concernées en France, il y a tout un tas de personnes qui sont en état prédiabétique. J'en vois régulièrement en patientèle, je regarde les chiffres, les analyses, ils sont à 1,05 g, 1,10 g. Alors, ce n'est pas classé diabète type 2, mais on est en état prédiabétique. Eh bien, le jeûne est l'outil le plus efficace que je connaisse, le plus rapide. Et là, quand je parle de ça, c'est à travers mon expérience de thérapeute, mais également d'encadrant de cure de jeûne, où régulièrement on a des personnes qui viennent chez nous, où je les accompagne, je fais le suivi santé médicale pendant toute la durée du jeûne, et on voit les taux qui baissent. Et derrière, on a plein de personnes qui arrivent à diminuer leur traitement, bien sûr avec une supervision médicale. Là, c'est le médecin qui s'occupe de la partie traitement, révision du traitement, même certains qui ne prennent plus de traitement parce que le jeûne est devenu comme un médicament. Mais il faut l'hygiène de vie qui suit derrière. Alors, comment ça marche? Si tu veux nous mettre la diapo d'après, Manuel, on va voir qu'on a déjà vu pas mal de paramètres. Le jeûne agit comme un médicament sur le diabète pour le prévenir parce qu'il est comme un glycophage, c'est-à-dire qu'un diabétique, et celles et ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle, les maladies comme metformine, etc., sont des glucophages, c'est-à-dire qu'ils mangent le sucre que vous n'avez pas métabolisé. Eh bien, la première chose que fait le corps quand on arrête de manger, il mange le sucre qui est en excès dans le sang, donc on a un effet glucophage comme un médicament, mais il fait mieux que ça. C'est-à-dire qu'il va, en plus de baisser les taux de glycémie et d'insuline, ce que fait un glucophage, eh bien, il va réarmer les fonctions de la signalisation insulinique. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ça veut dire que la majorité des causes, enfin la cause principale, pardonnez-moi, des problèmes de diabète type 2, c'est parce qu'à un moment donné, il y a trop de sucre trop longtemps, et il y a une fatigue, donc où le sucre n'arrive plus à entrer dans les cellules parce qu'il y en a trop, ou alors c'est parce qu'il y a une fatigue au niveau de l'insuline, donc l'insuline n'est plus fabriquée suffisamment, ça c'est ce qui arrive en général en dernier lieu, mais il y a une étape intermédiaire qui s'appelle la signalisation insulinique. Et dans cette étape intermédiaire, c'est comme si il y avait un environnement trop important d'insuline et qu'à un moment donné, il y a trop de bruit, j'entends plus les messages, eh bien les cellules n'entendent plus les messages de l'insuline et n'arrivent plus à faire rentrer le glucose. Eh bien la bonne nouvelle, et là je m'abrite derrière toutes les études scientifiques qui ont été faites, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le jeûne est utilisé comme thérapeutique dans plein d'autres pays que chez nous, en tant que comme un médicament ou comme forme de cure à la place des médicaments ou pour éviter d'avoir à prendre des médicaments. Même aux États-Unis, ils remboursent, certaines mutuelles ou certaines assurances remboursent les cures de jeûne pour éviter d'avoir à prendre des médicaments. Donc, si ce n'était pas efficace, les Américains, faites-moi confiance, ils sont pragmatiques, ils ne les rembourseraient pas. Eh bien, comment ça s'explique? Parce que les récepteurs insuline fonctionnent mieux. Et donc, quand on reprend son hygiène alimentaire correctement en ayant une alimentation avec des aliments index glycémique bas, eh bien, on se retrouve avec une normalisation des taux et les résultats tiennent. Voilà la diapo d'après. Donc là, on a vu pour le diabète. Maintenant, on va parler de choses plus classiques, en tout cas pas pathologiques, mais qui peuvent amener à la maladie si on ne le traite pas, c'est les problèmes de surpoids, c'est les problèmes d'obésité. Et aujourd'hui, c'est une vraie pandémie. On a un Français sur deux de plus de 30 ans, vous voyez qui s'affiche, qui se retrouve en surpoids. Et ça, c'est un véritable fléau, parce que le surpoids, ce n'est pas qu'un problème esthétique, c'est un problème de santé et de santé publique. C'est ce qui fait le lien, c'est ce qui fait, le lit
c'est l'antichambre des états diabétiques, prédiabétiques, mais c'est également les antichambres de pathologie inflammatoire, parce qu'un surpoids durable crée un état inflammatoire qui est l'environnement dans lequel se développe un grand nombre de pathologies. Alors, comment le jeûne agit au niveau du surpoids? On va voir sur la diapo d'après. C'est assez simple. C'est que il va... Donc là, on va voir une diapo où on voit qu'est-ce qui se passe quand je mange. Bien quand je mange, à l'issue de la digestion, la diapo est peut-être un petit peu petite pour vous, mais je vous l'explique. Après la digestion, le sucre rentre dans le sang. Si le taux de sucre est trop élevé, ça s'appelle glycémie. C'est pas bon, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le glucose attaque les vaisseaux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le pancréas fabrique de l'insuline proportionnellement à l'élévation du taux de la glycémie. Donc plus ça arrive vite, donc ça c'est le lien entre les index glycémiques, et plus je fabrique d'insuline. Si j'en fabrique trop longtemps et trop souvent, c'est là où je fatigue mon pancréas, c'est là où j'ai mes problèmes de signalisation insulinique. Ça, c'est la première étape. L'insuline permet de faire entrer le sucre au niveau des cellules. Quand le taux est trop important, le corps fait des réserves, il stocke ça au niveau du foie, au niveau des muscles, ça s'appelle le glycogène, c'est la forme de stockage physiologique qu'utilise le corps pour avoir de l'énergie entre deux repas, et le glycogène nous permet de laisser 12-14 heures sans effondrer les taux de glycémie. Je récupère mon argent liquide que j'ai dans mon portefeuille. Mais si je mange trop de sucre ou trop importante ou des index glycémiques trop élevés, j'ai fait mes stocks sous forme de glycogène. À ce moment-là, le corps il dit il peut plus, les réserves sont pleines, il transforme le sucre et là c'est le foie qui le fait en gras. Et ce qui fait que la première cause du surpoids, c'est pas un problème de gras, chaque trop de gras, c'est un problème de sucre. Donc on pourrait dire en résumé que l'insuline est l'hormone du stockage. Surtout s'il y en a trop. Maintenant, quand j'arrête de manger, sur la diapo d'après, ce qu'on va voir, donc en jeûne en l'occurrence, eh bien, on a une autre hormone. Si tu peux mettre la diapo d'après, le temps que ça s'affiche, voilà, il y a toujours un petit décalage. Hein. Donc, lorsque j'arrête de manger, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse qui se passe. À ce moment-là, comme j'ai plus suffisamment de sucre dans le sang, le corps, il a une autre hormone, entre autres le pancréas, qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone de déstockage. Il dit maintenant, avec le glucagon, rendez-moi l'énergie stockée sous forme de glycogène, et si ce n'est pas suffisant, rendez-moi de l'énergie qui a été stockée sous forme de gras. Donc le glucagon, c'est l'hormone de la minceur et l'hormone du glycogène. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais un régime? Quand je fais un régime hyperprotéiné, j'arrête d'amener, je baisse mes taux de glucides, j'amène beaucoup de protéines, ce qui a un effet satiétogène confortable, mais pour autant, je n'ai pas réglé ma sensibilité à l'insuline, je n'ai pas réglé mes problèmes hormonaux. Donc, ça marche le temps du régime, mais dès que je vais remanger, surtout si je ne corrige pas mon hygiène de vie au quotidien, je vais reprendre du poids et même souvent davantage. La différence entre le jeûne et le régime, c'est que le jeûne permet d'aller déstocker le gras, et ça, on verra que c'est tout le bénéfice du jeûne séquentiel. Je déstocke au fur et à mesure, et c'est le moyen le plus efficace pour réguler le poids après le jeûne. Ça, c'est le premier avantage. Mais surtout, je vais avoir une action au niveau hormonal, donc on peut mettre la diapo d'après, Emmanuel. On va voir que le jeûne, justement, a une action bénéfique au niveau de toutes les hormones. Il permet de faire baisser les taux d'insuline, il permet d'augmenter les sécrétions de glucagon, mais, et ça c'est extrêmement précieux, il permet d'augmenter les taux de leptine. La leptine, c'est une autre hormone qui, elle, sert à dire au cerveau, il donne un message à toutes les cellules, et en l'occurrence aux sensations, donc à vous, à moi, en disant c'est bon, tu as assez mangé. Le problème des personnes qui sont en surpoids, de façon durable, le problème des personnes qui sont obèses, qui plus est, c'est que la leptine ne marche plus, et donc il y a une surdité à la leptine, ce qui fait que même en mangeant trop et trop souvent, on n'est jamais rassasié. Et enfin, ce qui n'est pas inintéressant non plus, c'est que le bénéfice du jeûne versus un régime, c'est que lui, il augmente la sécrétion de l'hormone de croissance. GH, c'est growing hormone en anglais. Et donc, c'est par cette augmentation de l'hormone de croissance qu'on a une protection des muscles. Donc, on appelle ça la protection de la perte musculaire ou l'épargne protéique, c'est le terme scientifique. Et qu'en même temps, c'est par les taux augmentés d'hormones de croissance qu'on peut expliquer qu'on va réparer. Parce que cette hormone de croissance permet également la réparation des tissus. Donc, on a à la fois une protection de nos muscles, contrairement au régime, et en même temps, une réparation de nos cellules. On répare les cellules et on les rajeunit. Donc, ça fait quand même déjà beaucoup de bénéfices, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore une diapo, si tu veux, Emmanuel. Où là, maintenant, on va parler de la partie psychique.
Je vous disais que le jeûne avait un effet corps-esprit. Eh bien, c'est exact. C'est que, on va partir du constat, un Français sur 5, 19% pour être précis, de 15 à 75 ans, a connu ou connaîtra une dépression. C'est 9 millions de personnes concernées qui vont avoir une dépression, ou qui ont eu ou qui vont avoir une dépression. Deuxième point, on voit sur la diapo, les troubles anxieux. Un Français sur 5 se retrouve également avec des troubles anxieux chroniques. L'anxiété physiologique est utile pour nous mettre en hypervigilance, un peu comme un animal où on serait exposé à un danger, donc ça nous permet d'être plus vigilants, mais l'anxiété chronique, elle est pathogène, et celle-ci n'est pas du tout bonne pour notre santé psychique et également physique. Au niveau du sommeil, on voit sur le point d'après, c'est que, au niveau, non, c'est pas du sommeil, au niveau de l'épuisement, on a 4 millions d'actifs. Donc là, le burn-out concerne les personnes actives. Ça n'empêche pas que certaines personnes à la retraite peuvent aussi être exposées, mais c'est surtout lorsqu'on a l'activité. 4 millions d'actifs se trouvent à haut risque au niveau de l'épuisement professionnel qui fait l'antichambre du burn-out. Donc ça fait quand même beaucoup de statistiques. Alors, en quoi le jeûne va nous être utile par rapport à ça? Je parle maintenant, je précise, du jeûne sur des durées un petit peu plus longues. On redétaillera si vous le souhaitez, s'il y a des questions. Je peux vous dire déjà en introduction, c'est que le jeûne séquentiel entretient tous ces bénéfices qu'on vient de voir précédemment. Mais si on veut avoir un effet psychique et on veut aller plus loin sur la prévention des burn-out, sur la prévention des dépressions ou des troubles anxieux ou des troubles du sommeil, c'est surtout à partir du 4e, 5e jour où là on a un vrai bénéfice parce qu'il faut à peu près ce temps-là pour que la chimie du cerveau soit modifiée de façon significative. À ce moment-là, on a les hormones du stress qui commencent à baisser. Au début du jeûne, l'hormone du stress ne baisse pas. Au contraire, on est peut-être un peu en hypervigilance le temps qu'on bascule sur la consommation de nos propres réserves. Donc, c'est à partir du 3e, 4e jour, j'ai mis 2e, 3e sur la diapo, mais bon, 3e, 4e, on peut dire, 3e en tous les cas, où les hormones du stress, adrénaline, noradrénaline et cortisol baissent. Donc, les hormones du stress baissent. Au contraire, les hormones de la bonne humeur, telles que la sérotonine, telles que l'acétylcholine et telles que la dopamine sont augmentées. Donc, en 2 mots, à partir de 4 jours, 3-4 jours, on est moins entré en stress et on se sent de mieux en mieux. Donc là, c'est une vraie médication. Et vous allez voir sur la partie d'après, Emmanuel, que le jeûne agit également comme un médicament. Pas que pour le corps, également pour l'esprit. La majorité des antidépresseurs qui sont prescrits, soit du Prozac, soit des Paquines, etc., sont des IRS. Les IRS, inhibiteurs de recapture à sérotonine, ou on va en parler d'inhibiteurs sélectifs de recapture sélectif à la sérotonine, c'est pareil, maintenant c'est IRS. Eh bien, ces médicaments qui favorisent la recapture de la sérotonine entre 2 neurones dans les synapses, c'est ce qui marche le mieux en tant qu'antidépresseur. Même si les taux de réponse sont loin d'être très, très élevés, mais en tous les cas, ils ont quand même une certaine efficacité. Eh bien, notre corps est capable de fabriquer le meilleur antidépresseur qui existe. Il permet, à partir de la 2e partie du jeûne, c'est-à-dire à partir du 4e jour, comme je disais tout à l'heure, d'augmenter la recapture à sérotonine. Donc, on a plus de sérotonine dans les neurones, et donc le jeûne améliore l'humeur. En même temps, il y a une autre famille d'antidépresseurs qui sont prescrits par les médecins, c'est ce qu'on appelle les IMAO, qui, eux, vont recapturer les monoamines. Les monoamines, c'est adrénaline et noradrénaline et dopamine. Eh bien, le jeûne agit à la fois sur la sérotonine, mais en même temps sur la modulation de la noradrénaline et la dopamine. Donc, double médicament avec simplement une pratique naturelle, gratuite, qui est la pratique du jeûne. Qui dit mieux? Diapo d'après. Alors maintenant, on va essayer de voir en quoi le jeûne peut aussi prévenir ces 4 millions de personnes exposées au risque d'épuisement professionnel, qui est l'antichambre. L'épuisement professionnel, c'est ce qu'on appelle le burn-in. Burn-in, c'est-à-dire que je puise mes réserves de cortisol, et si je ne m'arrête pas, à un moment donné, je suis en burn-out, c'est-à-dire que là, ce blackout, sans mauvais jeu de mots, j'ai tout brûlé et tout s'arrête. Donc, avant d'en arriver là, il y a le burn-in. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne est extrêmement précieux à condition de le faire dans des conditions favorables, c'est-à-dire idéalement de sortir de son environnement familial, professionnel, de changer d'environnement. Donc là, aller loin de chez vous
soyez encadrés, c'est mieux si vous le souhaitez. Faites ça ensemble avec plusieurs personnes, c'est encore mieux, c'est plus confortable. Mais le fait de faire ce qui est le plus important, c'est de faire une recueillement quotidien. Ça permet d'apaiser le cerveau. Il passe du mode excitation au mode apaisement. Le jeûne, également, je vous le disais tout à l'heure, fait baisser le taux de cortisol. Or, quand on a un stress chronique, eh bien, on brûle son cortisol et on l'épuise. C'est les glandes surrénales qui le fabriquent. On l'épuise. Le fait d'épargner du cortisol, c'est le meilleur moyen de prévenir les risques d'épuisement et de burn-out. On va mettre la suite. Donc, les bénéfices sont dus à la recueillement quotidien, le fait de changer de rythme, le fait qu'on change la chimie du cerveau, c'est le jeûne qui fait ça naturellement, et le fait que le jeûne, on n'est plus dans son quotidien, on arrive à sortir le nez du guidon, et ça c'est extrêmement précieux, c'est une condition sine qua non pour prendre du recul, voir les choses avec lucidité, et peut-être se rendre compte qu'on se fait du mal, qu'on n'est pas dans un environnement qui va bien, en tous les cas qu'on ne se respecte pas, et de prendre des décisions, ou dans tous les cas de retrouver la force, l'énergie pour en parler à son entourage ou aux personnes concernées. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Ce dont je vous parle, c'est de l'expérience en tant qu'encadrant. Donc, prise de conscience extrêmement précieuse. Diapo d'après. Donc ça, c'était juste pour illustrer comment fonctionne le burn-out ou l'épuisement. On voit que lorsqu'il y a un stress brutal, vous êtes à un moment surpris, un coup de klaxon, vous évitez une voiture qui a failli vous renverser, à ce moment-là, c'est l'hormone de la réaction immédiate, c'est l'adrénaline. Mais si vous êtes sur un stress chronique, par rapport à des rythmes de travail trop importants, trop intensifs, par rapport à des pollutions sonores, lumineuses ou des mésententes dans votre environnement, eh bien, ce n'est pas cette hormone qui est utilisée, c'est le cortisol, qui est l'hormone qui est utilisée pour tenir le coup longtemps. Mais ce cortisol, je vous disais, à un moment donné, on atteint ses limites et lui s'effondre, et c'est ce qui, on voit sur la diapo, amène le burn-out. Diapo d'après. Alors, en quoi la pratique des différentes formes de jeûne peuvent nous aider aussi pour l'après-jeûne? Eh bien, je vous le disais en préalable, et pour moi c'est extrêmement précieux, c'est que ça bouscule nos habitudes, ça aide à prendre du recul, et l'environnement est des plus favorables grâce à cette modification de la chimie du cerveau, grâce au fait que vous prenez soin de vous. Vous êtes en train de vous faire du bien, et il y a une cohérence avec ça, et du coup, c'est là où vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions pour modifier votre hygiène de vie, incluant l'hygiène de rythme, c'est-à-dire vous accorder des temps de repos. La vie, c'est alternance, c'est pas que travail, c'est travail-repos. Le fait aussi de mettre les bons carburants dans l'assiette, donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Et donc, c'est pour moi extrêmement précieux. L'après-jeûne le jeûne permet de modifier son hygiène au quotidien. Sur la diapo d'après, on voit que ces prises de conscience sont dues au fait que vous allez, pendant le jeûne, éliminer des déchets. Je vous parlais tout à l'heure des mauvaises odeurs, des déchets éliminés. Donc, on réalise que ça, c'était en nous. On n'a peut-être plus envie de faire les mêmes choses. C'est dû aussi au fait que, naturellement, le fait de prendre soin de votre corps, il vous le rend en disant « c'est bon, maintenant, j'ai envie de fonctionner différemment ». Donc, vous serez intuitivement plus guidé vers une alimentation plus santé que toxique. C'est aussi dû au fait que vous allez devenir acteur, vous êtes actrice et acteur de votre santé pendant le jeûne, et bien du coup, vous redevenez acteur pour votre hygiène au quotidien. Et si on va aller encore plus loin, en tout cas, c'est ce qu'on propose, nous, dans le cadre des jeûnes, eh bien, c'est justement faire du transfert de compétences. On travaille beaucoup sur l'après-jeûne pour que les personnes, pendant ces quelques journées qui ont été en cure encadrées, puissent savoir ce qu'il faut faire dans son quotidien. Et dernier point, je suis pour la médecine holistique qui inclut le corps, l'esprit, mais également la dimension esprit au sens mental, émotionnel, mais l'esprit au sens spiritus. Eh bien, le jeûne est utilisé depuis toujours par toutes les traditions spirituelles et ensuite religieuses, parce que le jeûne purifie le corps et l'esprit, permet de nettoyer les mauvaises émotions, permet de se recentrer sur soi, mais pour s'occuper aussi des autres, pas sur soi au sens égotique, sur le soi, c'est-à-dire la quête de sens. Eh bien, le jeûne est un super tremplin ou un super outil pour remettre de la cohérence dans votre vie à travers la prise de conscience que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un esprit qui fait l'expérience de l'incarnation. Si on peut cliquer. Donc, ce que je disais, c'était ça, c'est-à-dire qu'il redonne des valeurs, il redonne sens aux valeurs essentielles, il redonne la mélodie. J'aime bien faire cette métaphore, c'est Debussy qui disait « la musique n'existe que parce qu'il y a des pauses ».
parler des pauses ou des soupirs pour les musiciens qui nous écoutent, hein, eh bien, je dirais que la vie n'a de sens, l'action n'a de sens que quand on lui met des pauses pour prendre conscience des actions justes qu'on souhaite mener. Donc, on peut dire que le jeûne est également une médecine corps-esprit, et c'est le titre de mon livre, justement, La médecine corps, où j'ai titré justement le jeûne, une voie royale vers la médecine, une voie royale, pardon, pour la santé du corps et de l'esprit. Alors, mes conseils pour terminer, avant de répondre à vos questions, de vous dire peut-être 2 mots sur l'ouvrage, mes conseils, il faut cliquer, Emmanuel. Donc, mes conseils, c'est déjà, si vous voulez faire une vraie médecine préventive, que ce soit pour toutes les pathologies qu'on a vues, parce que vous êtes exposé, parce que vous êtes à risque, nous ne sommes tous, ne rêvons pas, même en mangeant sainement, même en prenant soin de soi, on est exposé, plus ou moins, certes, mais il y a des risques. En tous les cas, personnellement, je ne laisse pas passer une année sans faire au minimum une cure de 7 jours. Hein, donc, moi, je conseille déjà de démarrer comme ça, c'est un très bon début, pour potentialiser sa santé, mais aussi pour contrebalancer notre mode de vie à l'occidental qui nous expose à un grand nombre de pathologies évolutives chroniques telles qu'on l'a vu, au niveau du corps, également aux troubles psychiques tels qu'on vient de le voir. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, si vous pensez que c'est difficile, si vous avez peur, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des appréhensions, eh bien, vous pouvez démarrer avec un encadrement. Essayez de le faire peut-être au moins la première fois si vous pouvez. Vous libérez une semaine, mais prenez ça comme des vacances. Ce n'est pas une corvée, hein. C'est vraiment des vraies vacances où vous êtes vacant, disponible pour vous. Vous prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. C'est l'idéal. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, il y a la littérature. Et entre autres, mon livre se veut être également un véritable guide pour le primo-jeûneur, savoir étape par étape comment préparer, comment mener, quoi faire pendant le jeûne et comment reprendre. Donc, sur les 432 pages que j'ai rédigées, il y a toute une partie qui concerne la pratique du jeûne. Deuxième conseil, si tu veux cliquer, Emmanuel, c'est peut-être aussi d'intégrer, alors on peut commencer par la deuxième partie, hein, vous faites dans l'ordre que vous voulez, c'est d'intégrer aussi des pauses un petit peu plus longues entre 2 repas. Ça s'appelle le jeûne séquentiel, c'est-à-dire que si vous terminez de manger à 20h, au lieu de remanger le lendemain matin à 7h ou à 8h, s'il ne fait qu'une pause de 11 ou 12 heures, eh bien vous pouvez attendre que le repas du midi, si le petit déjeuner n'est pas trop difficile à supprimer ponctuellement. Si c'est plus facile de supprimer le repas du soir, pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est laisser simplement 8 heures pendant lesquelles vous mangez et laisser une pause de 16 heures. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours dès le début. Commencez par faire une journée ou 2 par semaine. Faites ça idéalement un jour où vous ne travaillez pas. Comme ça, si vous êtes un petit peu plus mou au début, ce n'est pas évident. Au début, il y a des fluctuations un petit peu d'énergie. Le temps de s'habituer, ça va prendre quelques semaines. Ensuite, vous pourrez intégrer ça de façon plus importante. J'ai plein de clients, plein de patients qui aujourd'hui font ça 4, 5 jours, voire 7 jours sur 7, sans aucun inconvénient. Et le fait de laisser 16 heures de pause au moins 3 jours par semaine, 3-4 jours, c'est là où on commence à avoir des vrais bénéfices. Si vous faites une journée, c'est bien, mais vous ne verrez pas trop de résultats. À partir de 3-4 jours par semaine, vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie, que vous aurez moins de douleur, que vous allez avoir moins de fatigue, je l'ai déjà dit, etc. Donc, c'est là où les bénéfices commencent à s'installer. Donc, un jeûne annuel, c'est l'idéal, une grande cure pour la prévention du mode de vie à l'occidental, et l'entretien du jeûne annuel, c'est à travers le jeûne séquentiel. Voilà, je crois qu'on a terminé sur l'exposé, ce qui va nous laisser un petit peu de place pour dire 2 mots peut-être sur le livre. Alors, sur le livre, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce qu'en fait, on va vous mettre un lien tout à l'heure qui fait que si vous voulez avoir un petit peu la table des matières, vous aurez la table des matières. Donc, c'est le lien qui va sur mon éditeur, sur la maison de mon édition, donc qui est l'édition d'Angle et le groupe Pictos. Donc là, sur le lien qu'on va vous indiquer, vous pourrez avoir le sommaire, avoir quelques extraits du livre, donc ça vous permettra de voir ce qu'il y a dedans. Sachez que ça se veut être le ou un des livres le plus complet sur le sujet. En tout cas, c'était le deal avec mon éditeur, et qui a tout ce que vous voulez savoir sur le jeûne, que vous n'avez jamais osé demander, que ce soit sur la dimension historique, que ce soit sur la dimension philosophique, sur la dimension spirituelle, sur la dimension pratique, et sur toutes les indications, toute la dimension scientifique. Donc tout ça se trouve dans l'ouvrage. Donc là, vous avez également un véritable guide qui vous accompagnera pour vos prochains jeûnes. Et si vous êtes déjà jeûneuse et jeûneur, c'est génial. Vous pourrez peut-être aller un petit peu plus loin. Si vous avez des questions plus spécifiques sur je fais du sport, est-ce que je peux jeûner ou pas? Si je suis en surpoids, j'aimerais perdre du poids avec le jeûne, comment je fais? Eh bien, je vous ai mis au point des programmes
plus spécifiques. Et donc, vous avez tout un tas de documents par rapport à ça. Donc, si je comprends bien, en fait, avec ton livre, on peut presque s'y mettre tout seul, même si ce n'est pas forcément une très bonne idée. Est-ce qu'il vaut mieux quand même commencer à encadrer? Alors, ça dépend de quel jeûne on parle. Si c'est pour faire du jeûne séquentiel, ce n'est pas indispensable. Je vous ai déjà donné quelques clés. Le livre un petit peu plus loin vous explique des programmes spécifiques par rapport à ça. Jeûne séquentiel, pas de souci. Démarrez tout de suite, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin parce que vous avez été sensible aux arguments que j'ai développés et que vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport comment dirais-je, aux bénéfices préventifs du jeûne en tant que médecine préventive, et vous voulez passer sur un jeûne d'une semaine, on peut démarrer par 3 jours, hein, mais en réalité, une fois que vous avez fait 3 jours, vous avez fait presque le plus difficile. Alors, si vous voulez avoir un bénéfice aussi psychique, passez à 7 jours. Bon, si c'est possible, je conseille au moins le premier, en tout cas, mais c'est ce que j'avais fait à l'époque pour mes premiers jeûnes. Les 2 premiers jeûnes, je les ai fait encadrés. Pourtant, j'étais déjà naturopathe, j'ai déjà une connaissance théorique, mais c'est rassurant. Ça permet d'avoir une lecture extérieure, de faire ça en dehors de son contexte, de ne pas être tenté par les garde-manger qui sont remplis, d'avoir une complicité, une solidarité et vraiment des partages dans la vie communautaire avec tous les gens qui font ça en même temps. Ça, c'est génial. Et d'être rassuré par un coach dûment formé à la physiologie du jeûne en disant là, c'est normal, tu as un peu mal à la tête parce que tu es en train d'éliminer les toxines. Là, ta tension est un petit peu baissée, c'est normal, ne te lève pas trop vite. Donc, d'être rassuré. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais je sais que celles et ceux qui nous écoutent, tout le monde ne pourra pas le faire de façon encadrée pour des raisons financières, parce que c'est un coût, ce qui coûte cher, c'est l'hébergement et puis également, bien sûr, la rémunération des prestataires de services, donc en l'occurrence, ceux qui coachent et qui animent et qui font ça sérieusement. Ça a une valeur, et donc c'est un coût derrière. Et donc, le livre a été écrit aussi pour ça, à la fois pour servir de base sur la compréhension, ce qui se passe, comment ça marche, les indications au niveau comment ça marche pour certaines maladies, si vous avez de l'eczéma, si vous avez des problèmes respiratoires. Donc tout ça est bien expliqué de façon détaillée dans l'ouvrage, mais également, comme tu disais, Emmanuel, exact, ça peut être un guide, et plutôt que de faire n'importe quoi, si vous faites le jeûne seul chez vous ou avec des amis, au moins vous aurez, en tout cas c'est mon contrat avec vous, la possibilité de faire les choses, une bonne préparation, de mettre en place les bons protocoles, de vous occuper aussi pendant le jeûne, parce que le jeûne améliore plein de fonctions, mais si on renforce ça avec un peu de méditation, avec un peu de yoga, avec un peu de réflexion, eh bien, on potentialisera les effets bénéfiques du jeûne. Donc, le livre est également un guide par rapport à ça. Il y a, toutes les étapes sont décrites sur la préparation, sur quoi faire le premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Donc, vous avez un vrai guide pratique. Alors, j'aurais une dernière question avant de passer aux questions des auditeurs. Est-ce que quand on veut faire un jeûne encadré, est-ce que c'est bien aussi de lire le livre avant pour savoir en fait ce qui nous attend? Ou est-ce qu'il vaut mieux venir franchement comme ça à la découverte, ou est-ce qu'il vaut mieux connaître un petit peu ce qui nous attend? Alors, comme un jeûne, quand je dis jeûne, c'est à partir de 3-4 jours, hein, ça se prépare. On ne part pas à la montagne sans son sac à dos, sans ses affaires. Eh bien, il y a une préface de préparation. Donc, vous n'êtes pas obligé de lire les 432 pages avant de faire un jeûne, parce après, il y a des chapitres qui sont un peu plus techniques, un peu plus scientifiques. Certains, ils trouveront leur compte, d'autres iront un petit peu plus vite. À chaque fin de chapitre, il y a un résumé. Donc, si vous avez lu une lecture diagonale sur certaines parties historiques ou les pionniers du jeûne, vous aurez quand même une synthèse par rapport à ça. Mais sur la phase préparation, oui, ça vaut le coup de la lire avant. Et après, en tous les cas, c'est l'expérience que j'ai faite. C'est toujours agréable lorsqu'on fait un jeûne de lire ou de relire ou de voir un documentaire ou de relire le livre, parce qu'à ce moment-là, on est dans le bain et on est beaucoup plus sensible. Et moi, une fois que j'ai écrit le livre, je l'ai relu. Il y a des phases de relecture, mais je l'ai relu pendant un jeûne. Et je le lisais et je le redécouvrais, alors que c'est moi qui l'ai écrit, avec un autre regard, parce que j'étais imprégné par les énergies du jeûne. Donc, oui pour la préparation et oui pendant. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous avez sur le livre, donc là, le lien vous permet également d'avoir des extraits, ce qui vous permet de regarder un petit peu comment a été écrit le livre avant de le commenter. Et sinon, Alain, je crois que ton livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies et sur tous les sites, sur tous les sites de vente. Donc là, on a pris un éditeur des plus connus dans le domaine de la santé, qui sont les éditions d'Angle, qui appartient au groupe Pictos. Donc, c'est une grande maison d'édition. Donc, toutes les librairies. Si vous voulez faire travailler votre libraire, c'est une bonne idée aussi. Ils sont précieux, ils donnent des bons conseils. Donc, vous pouvez, s'il n'a pas déjà en stock, il peut le commander, vous approvisionner très rapidement. Tous les sites marchands aussi, bien sûr. Et le lien que j'ai mis chez l'éditeur, c'est parce que c'est le seul moyen d'avoir des extraits du livre, le sommaire, même la préface qui
qui est en ligne et quelques images. Je vous donnais, si vous hésitez encore sur l'intérêt de cet achat ou pas, c'est pour, voilà, pour vérifier si c'est intéressant, enfin pourquoi, ou pas pour vous. J'en doute pas, en tous les cas, vous aurez tous les extraits qui vous aideront à vous décider. Alors, je te propose de passer aux questions parce qu'il y a de nombreuses questions. Oui. Alors, on va commencer avec Liliane. J'ai jeûné 20 jours, 20 ans, pendant 20 ans, j'imagine. J'ai maintenant 76 ans et j'aimerais jeûner chez moi par intermittence. Quels sont vos conseils? Quand et comment? Avec mes remerciements. Alors, Liliane, si vous m'entendez, j'aimerais savoir ce que vous entendez par jeûner en intermittence. Est-ce que vous parlez de faire du jeûne intermittent? Si c'est ça, on a évoqué le sujet. Hein, donc, faites. Alors, le jeûne intermittent, il y a plusieurs types de jeûnes. Je l'ai classé dans l'ouvrage. Il y a du jeûne 16-24. Quand on parle de 16, c'est la durée du jeûne sur 24 heures. Il y a du 20-24. Il y a du 22-24. C'est le Warrior Fast, c'est-à-dire le jeûne du guerrier. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes. Voilà. Maintenant, si vous avez jeûné pendant 20 ans chez vous, vous êtes expérimenté. C'est vrai qu'à 76 ans, on accueille des jeûneurs qui ont même davantage que votre âge. Hein. On a des jeûneurs le plus âgés à 84 ans. Je ne conseille pas des jeûnes trop longs parce que on perd un petit peu de masse musculaire au début quand même, et c'est plus difficile, passé 70-75 ans, de reconstituer de la masse musculaire. Néanmoins, là, il faut faire au coup par coup. Nous, on a encadré des personnes qui avaient passé 80 ans sur des durées de une semaine sans trop de problèmes. Mais là, il faut voir un petit peu quel est votre état, vos réserves musculaires et autres. Mais en tous les cas, faire du jeûne intermittent chez vous, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que vous allez maintenir un taux d'hormone de croissance supérieur et donc préserver votre masse musculaire. Alors, Stella, quelles sont les différentes phases métaboliques du jeûne? Alors là, il y a plusieurs détails. Risque de prise de poids à la reprise alimentaire. Est-ce qu'il y a du stockage? Car on entend souvent dire, des gens dire ça. Bénéfice d'un jeûne intermittent quotidien versus ceux d'un jeûne plus long, par exemple hebdomadaire. Activité physique et jeûne, danger. Ou finalement peu de risque car sucre fourni via le cétogénèse. On va peut-être pas lire tout ça parce que ça devient trop technique. Je vais répondre de façon synthétique pour que ça puisse concerner tout le monde. Sur les différentes phases métaboliques du jeûne, il y a une 50aine de pages qui sont consacrées au livre. Je ne peux pas prendre ça en 2 minutes. En gros, on brûle les sucres qui circulent, on retire le glycogène, ça prend à peu près 12 à 14 heures. Après, on consomme un petit peu de muscle au début, on recycle déjà les protéines qui circulent et très rapidement, à partir du 3e jour, le carburant à 96%, c'est le gras. Mais si le sujet vous intéresse, eh bien, c'est là, n'hésitez pas à lire l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est fait aussi pour les naturopathes, donc qui va assez loin dans la partie technique et scientifique. Maintenant, concernant les problèmes de poids, on ne reprend pas de poids en jeûne si on adapte son hygiène de vie. Et le livre aborde également toute l'hygiène de vie après le jeûne. Je ne fais pas que m'arrêter au jeûne. Je dis, voilà, vous avez jeûné, c'est super. Maintenant, comment je mange? Qu'est-ce que je mets dans l'assiette? Comment je le mets? Quelle quantité, quel type d'aliment? Donc, j'aborde également ce sujet. Et si vous voulez maintenir un poids santé, pratiquez le jeûne séquentiel, au moins 4 à 5 jours par semaine. Et là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Non seulement vous ne perdrez pas vos muscles, mais vous maintiendrez votre poids. Donc, on n'a pas de risque à ce niveau-là. On n'a que des avantages, Stella. Alors je donne un retour d'expérience. À la suite d'un jeûne, j'ai eu une fonte musculaire des ongles fragiles et cassantes. Comment éviter cela? On est où là? Parce que je n'ai pas la question. Claudine. Suite à la suite d'un jeûne, j'ai eu une fonte musculaire, des ongles fragiles et cassants. Comment éviter cela? Alors, si vous avez des ongles fragiles et cassants, Claudine, ce n'est pas à cause de la fonte musculaire, c'est à cause de l'acidose métabolique, souvent méconnue. On parle d'équilibre acido-basique. Il faut savoir que, et j'en parle, la préparation est importante. Si on a déjà une grande frilosité, si on a déjà une perte minérale importante, il est important déjà de reconstituer une partie de ces stocks avant le jeûne. Et surtout, il y a un programme spécifique pour après le jeûne pour refaire le plein. Donc là, les problèmes, la fonte musculaire, si on comment dire, à part il y a des cas spécifiques, hein, donc si on mène bien un jeûne, on reprend les muscles qu'on a perdus et même un bénéfice supérieur, on peut reprendre des muscles davantage, parce qu'il faut savoir que quand le corps s'est arrêté de manger, il a consommé ses réserves de tissus adipeux, mais aussi de micronutriments, et à ce moment-là, et d'acides aminés en petite partie, et à ce moment-là, lui,
dès qu'on remange, il ouvre les voies métaboliques en disant « je refais mon plein de réserve ». Et en faisant le plein, eh bien à ce moment-là, si on amène dans la phase de reprise des bons carburants, des bons acides aminés biodisponibles, on va refaire du muscle en sollicitant avec une activité physique, donc on n'a pas de risque majeur par rapport à ça, bien au contraire. Par contre, les problèmes que vous évoquez, c'est une question qui m'est posée assez souvent, et c'est le risque de s'acidifier. Le jeûne acidifie un petit peu dans un premier temps, eh bien il faut aussi corriger le terrain, l'équilibre acido-basique. Et là, une fois qu'on a fait ces corrections-là, il n'y a plus de soucis, Claudine. Donc, pensez à votre équilibre acido-basique. Autrement, ça se traite aussi en individuel, en consultation. Et en tous les cas, nous, quand on a des patients qui sont concernés, des clients avant le jeûne, on essaye d'agir avant. Alors, chérie, bonjour Alain. Le jeûne, pour ceux qui ont des problèmes gastriques, d'acidité, des brûlures d'estomac, sensation au ventre creux, est-il conseillé? Et comment? Alors, je vais répondre de façon un petit peu plus large à chérie. A priori, ça a l'air d'être son nom. Le jeûne ne pose pas de problème au niveau de l'estomac. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des brûlures d'estomac au jeûne. En fait, s'il n'y a pas de gastrite, c'est-à-dire d'inflammation de l'estomac, qui plus est, s'il n'y a pas d'ulcère de l'estomac, le jeûne ne présente pas de contre-indication. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand on jeûne, au début du jeûne, on a la bile qui se charge des toxines et on peut se retrouver avec des reflux biliaires qui peuvent être confondus, souvent, en tous les cas, c'est ce que j'ai pu observer, avec des reflux gastriques. Donc, dans ce cas-là, il faut adapter le protocole, traiter peut-être un petit peu la vésicule biliaire avant, prendre des plantes cholagogues comme le pissenlit, comme le fumeterre ou autre, donc des petits protocoles en phyto pour nettoyer un petit peu, purifier la bile. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins d'inconvénients. On a remarqué dans les webinaires et également dans les cours que je donne en e-learning sur les huiles essentielles. Je parle plein d'huiles essentielles, entre autres l'essence de citron, de basilic, la menthe, le romarin, verbenone, qui sont des plantes qui peuvent aider à ce niveau-là. Donc, s'il faut juste vérifier, chérie, c'est juste que vous n'ayez pas de gastrite avant la pratique du jeûne ou d'ulcère. Là, ce ne serait pas une bonne indication, on éviterait de faire du jeûne. Mais dans les autres cas, il n'y a que des bénéfices. Alors, il y a Marilyn qui pose une question. Lorsqu'on jeûne pour une première fois, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Bien sûr, alors ça dépend de quel jeûne on parle. Est-ce que c'est un jeûne séquentiel? Pas de précaution, juste à savoir que l'énergie va un petit peu fluctuer, la glycémie va fluctuer au départ. Mais bien sûr, c'est pour ça que dans l'ouvrage, je parle de tous les protocoles. Ça se prépare un jeûne. Il faut savoir que la durée de préparation est à peu près la même durée que la pratique du jeûne. Si vous partez pour une semaine, vous allez avoir 1 à 2 semaines de préparation. Pendant cette phase de préparation, vous êtes active. Vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à être en action, ce n'est pas le souci. En revanche, on va faire une descente alimentaire petit à petit pour éviter d'avoir une hypoglycémie au début du jeûne. Donc, il y a une préparation. Le corps commence à détoxiquer déjà pendant cette phase-là. Donc, bien sûr, il y a une préparation au même titre qu'il y a une reprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé son jeûne, il y a une phase de reprise qui est à peu près sur la même durée. Donc, si je fais une semaine de jeûne, je me prépare pendant une semaine avec une descente alimentaire. Globalement, schématiquement, je retire les aliments qui procurent beaucoup de déchets et j'augmente les aliments qui sont satiétogènes, donc moins de protéines, moins d'animal, plus de végétal, pour faire simple. Je termine pratiquement à la fin que sur des légumes, et même des légumes cuits à la fin, et je fais mon jeûne et je reprends dans l'autre sens. Donc oui, il y a une préparation, et elle est importante. Faire un jeûne sans préparation, ce serait quand même faire une randonnée en haute montagne sans se préparer. Ça peut être exposant, et là, ce serait pour être contre-productif. Alors, peut-on boire thé, tisane, café pendant une monodiète? On ne connaît pas tout à fait sur le jeûne, là, on est sur une monodiète. Alors, monodiète, nous on parle du jeûne. Le sujet ce soir, ce n'est pas les monodiètes, notre ami qui nous écoute du Luxembourg. C'est le jeûne. Donc, en jeûne, on peut boire. On parle de jeûne hydrique, donc bien sûr, il faut boire. On n'est pas en jeûne sec, on est en jeûne hydrique. On boit même davantage qu'en temps normal parce que l'eau permet de dissoudre justement les acides pour éviter les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Si je ne bois pas assez, je risque de ne pas éliminer assez les acides et c'est là où je peux avoir des inconvénients du style les ongles cassants, les cheveux plus fragiles. Donc, on boit beaucoup. Moi, je suis pour le jeûne, ma vision, c'est que quitte à faire un jeûne qui soit le plus bénéfique possible, autant le faire de façon orthodoxe, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des jus de légumes et des jus de fruits. Certains le font, c'est pas, en tous les cas, j'ai fait cette expérience, je préfère le jeûne strict, c'est-à-dire qu'avec du liquide, et le meilleur liquide, celui qui nettoie le mieux, c'est l'eau. Maintenant, on peut prendre un petit peu de tisane, à petite dose, parce que trop de tisane
ouvre l'appétit, et ce n'est pas une bonne idée. Et on va cibler des tisanes qui ont des fonctions éliminatrices, comme le romarin, par exemple, qui va stimuler les voies hépatiques, ou le pissenlit, j'en parlais tout à l'heure. On peut boire éventuellement quand il fait froid, si on fait un jeûne l'hiver, un petit peu des bouillons. C'est intéressant parce qu'on ramène des minéraux et c'est pas mal à ce niveau-là. Voilà ma vision. La boisson principale, de l'eau. Au moins 2 litres d'eau par jour pendant toute la durée du jeûne. Et accessoirement, une infusion ou deux, et pourquoi pas un petit bouillon, mais que le bouillon de légumes pour prendre des minéraux, c'est tout. Alors, il y a Véronique, je vois apparaître le jeûne thérapeutique en endocrinologie à l'hôpital. Est-ce que les diabétiques de type 1 peuvent jeûner? Alors, jeûne thérapeutique, je ne vois pas la question, mais bon, tu disais que tu voyé le jeûne thérapeutique arriver à l'hôpital. En France, on a encore une grande marge de progression. Le jeûne thérapeutique est intégré dans les hôpitaux. En Allemagne, par exemple, à l'hôpital de la Charité, eh bien, il existe à Berlin une unité de jeûne, comme il existe une unité en cardiologie, en cancérologie, en rhumatologie, et donc des patients qui se retrouvent avec des problèmes de rhumatisme, ou des patients qui se retrouvent avec des problèmes d'insuffisance respiratoire ou d'asthme, eh bien, peuvent très bien, à leur demande sur volontariat, être intégrés dans le service du professeur Mikkelsen, pour le nommer, Andreas Mikkelsen, et ils vont pratiquer un jeûne thérapeutique, et là, sous surveillance médicale, en suivant tous les paramètres. Donc ça existe en Allemagne, ça existe en Suisse, ça n'existe pas chez nous. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on commence, certains, à intégrer des protocoles, par exemple, pour associer à la chimiothérapie. C'est encore confidentiel, c'est encore timide, mais petit à petit, ça arrive. Pour répondre à votre question, diabète 1 doit être obligatoirement fait sous surveillance médicale, et ce n'est pas en France, donc là, on est obligé d'aller à l'étranger. Autant le jeûne est une indication sur le diabète type 2, le diabète type 1, il faut impérativement qu'il y ait un suivi médical pour réguler les taux justement d'insuline et de glycémie. Donc là, ça ne se fait pas en France. Alors Claude, est-ce que le jeûne est déconseillé aux anémiques et aux personnes ayant une tension basse ou non? Il n'est pas déconseillé, il nécessite des précautions. Ce n'est pas un déconseil, ça ne fait pas partie des contre-indications. Pour les personnes ayant une tension basse, il y a quelques gestes à faire qui sont assez simples. J'en parle dans le livre en disant qu'il y a des plantes qui sont hypertensives. C'est vrai que le jeûne fait baisser la tension. Comme on n'amène plus de carburant et plus de sel, à faire les sels minéraux et le chlorure de sodium, eh bien, la tension a tendance à baisser. Alors, ce qui est bien pour les hypertendus, ce qui peut être un peu moins, ce n'est pas systématique. On a des personnes qui ont des basses tensions et qui, en jeûne, n'ont pas d'impact sur leur tension. Ils restent stables et ne se retrouvent pas gênés. Si le phénomène arrive, dans ce cas-là, je vous invite, Claude, à prendre des plantes un petit peu hypertensives comme la réglisse ou en aromathérapie, c'est l'amande poivrée. Une goutte ou deux par jour, ça fait monter, on arrive à maintenir. Donc la précaution, c'est surtout faire attention au changement de station lorsque vous levez rapidement, de ne pas faire un malaise vagal et vous retrouver à tomber. Mais il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Par rapport à la tension, c'était quoi? Il y avait une autre, anémique. Alors anémique, c'est un peu comme si on manque un peu de minéraux, c'est bien de refaire le plein avant le jeûne, c'est toujours plus confortable, on peut toujours le faire après, mais c'est mieux avant. Par contre, et là c'est intéressant, je cite ça dans l'ouvrage, c'est qu'on a observé que le corps allait activer différentes voies. On pourrait dire de façon métaphorique, à travers le premier R, qui est le repos, le corps réharmonise. Il réharmonise quoi? Il réharmonise des taux. Et entre autres, la personne qui se retrouvait avec un taux de fer trop bas, eh bien, peut se retrouver en sortie de jeûne sans avoir mangé quoi que ce soit, donc sans avoir amené du fer, le taux de fer qui remonte. Le taux de saturation qui remonte. Pourquoi? Parce que le corps les absorbe mieux, on a favorisé, il en avait en réserve, mais il ne pouvait pas l'utiliser. Donc, le deuxième R du jeûne, c'est la réharmonisation, et on retrouve ça. On réharmonise des taux, j'ai parlé d'insuline et autres. Le troisième R du jeûne, c'est qu'il répare. Il y a un phénomène de réparation au niveau cellulaire, et donc on a une réparation. On a également une réharmonisation des paramètres psychiques. Donc c'est vraiment cet environnement qu'il faut voir. Donc pas de contre-indication pour des phénomènes anémiques. Au contraire, ce serait plutôt une indication. Le jeûne ne va pas vous aggraver votre anémie. Il va vous permettre au contraire d'ouvrir des voies et peut-être d'améliorer. Et ensuite, je pourrais vous donner comme conseil, et j'en parle dans l'ouvrage,
de prendre des super aliments après le jeûne, et en particulier, je pense à la spiruline, qui est très riche en fer et très riche en chlorophylle. La chlorophylle, c'est l'équivalent du fer pour le végétal. Eh bien, ça aide à rouvrir les voies d'absorption du fer et à faire remonter le taux de fer. Donc, que des précautions. Un petit peu dans la même question, Paul, le jeûne renforce-t-il l'immunité souffrant d'une leucémie à leucocyte? Voilà. Oui. Est-ce que ça renforce l'immunité? Les pathologies, parce que là, on n'est pas dans un cadre médical, des problèmes de confidence médicale, il y a des problèmes aussi déontologiques. Je ne peux pas trop répondre sur des pathologies spécifiques. Ça ne rentre pas dans le champ d'une conférence sur Internet. Je peux répondre de façon générale par rapport à l'immunité. Ça concerne beaucoup de personnes. Oui, le jeûne est indiqué par rapport aux problèmes d'immunodéficience. Oui, le jeûne est indiqué pour des personnes qui font des maladies infectieuses chroniques. Ça concerne également notre première auditrice qui se retrouvait, qui s'inquiétait par rapport aux bénéfices du jeûne. Eh bien, pour les personnes âgées, pour les personnes donc, qui ont une immunité qui a tendance à baisser, c'est ce qui est physiologique, en vieillissant, les cellules sont moins efficaces, y compris les cellules immunitaires, eh bien, le jeûne est immunostimulant. Et là, on a tous les travaux de Walter Longo qui ont montré qu'à partir de 2-3 jours de jeûne, l'expression des gènes, c'est-à-dire le programme contenu dans l'ADN, envoie un signal pour que les cellules se protègent et on a une purification, c'est-à-dire que les cellules sont un peu déficientes, sont réparées, celles qui ne peuvent pas sont recyclées et ça enclenche après le jeûne des nouvelles cellules à travers des cellules souches qui vont être refabriquées et à travers des cellules immunitaires, eh bien on va rajeunir la population des cellules immunitaires qui se fait naturellement, mais on ralentit. Là, on rebouche cette possibilité et on améliore complètement l'efficacité du système immunitaire à partir du 3e jour. Donc là, pour ce type de jeûne, je saurais que vous conseillez de faire au moins une fois par an un jeûne d'une semaine. Si vous ne pouvez pas, peut-être 2 ou 3 jeûnes de 3 jours, mais l'idéal reste une semaine par an. À ce moment-là, et on a plein d'exemples autour de nous, dans nos cures que nous encadrons avec IGA, c'est que les personnes nous disent grâce à mon jeûne, j'ai pas eu de rhume cet hiver, j'ai pas eu de grippe, etc. J'ai pas eu de gastro. Donc oui, on a une action extrêmement bénéfique sur l'immunité. Alors, Frédéric, je suis plutôt mince, 67 kg pour un 1m80. Puis-je pratiquer le jeûne? Alors, c'est une question d'IMC. J'en parle également dans l'ouvrage. Oui, mais là, je ne peux pas répondre de façon générale. J'estime que quand on a un IMC jusqu'à 17, on n'a pas de problème. En dessous de 17, la question se pose et on reste sur des jeûnes très courts. Voilà, le but, la limite, elle est là. On parle de cachétie, c'est-à-dire une maigreur extrême. C'est une contre-indication du jeûne. Et la cachétie, c'est en dessous de 17. Donc, tant que calculez votre propre IMC, parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Je vois Michel, je vois questions autour des IMC. Donc là, je ne vais pas répondre à chaque question. Calculez votre IMC. Vous divisez votre poids par la taille au carré et vous verrez. Après, pour moi, c'est un paramètre. Parce qu'il m'est arrivé d'accueillir un jeune. Nous, quand on accueille les cures de jeûne, on fait faire un questionnaire médical. D'abord pour voir s'il n'y a pas de contre-indication, voir s'il n'y a pas de traitement médicamenteux. Parce que dans certains cas, et bien souvent, on a besoin d'un avis médical par rapport aux personnes qui sont sous traitement médicamenteux, et puis voir si on rentre bien dans le cadre. Donc ça, c'est une obligation éthique et professionnelle. Et je pense à un jeune qui s'appelle Charles qui s'était inscrit, il faisait 1m80 et il faisait 63 kilos. Donc vous voyez, plus mince que notre auditeur. Et là, je me suis dit, non, là, on est trop mince, c'est pas possible, on était en limite en IMC, on était à 17. Je l'ai appelé, il se trouve qu'il avait 20 ans, Charles, qui était en pleine forme, qui avait une très bonne hygiène de vie. Il a fait une semaine, ça s'est très bien passé. Et grâce à cette semaine de jeûne, il a repris même un petit peu plus de poids. Donc, il y a l'IMC, mais il y a aussi la vitalité, les conditions dans lesquelles on est. On pourra avoir un IMC normal et être faible. Je préfère quelqu'un qui a l'IMC bas et qui a une bonne vitalité. Et là, on a beaucoup plus d'avantages à ce niveau-là. Alors, comment... je vais juste répondre, parce que là, je peux répondre très rapidement. J'ai une question, je suis fumeur, est-ce que je peux jeûner? La réponse, c'est oui, vous pouvez jeûner sans aucun problème. Et peut-être que le jeûne vous aidera à ne plus avoir envie de fumer. En tous les cas, c'est des exemples qu'on voit régulièrement pendant nos cures, à savoir que quand on se fait du bien, le corps nous le renvoie, et quand on est en jeûne, on n'est pas très attiré par le tabac. Donc, c'est un des moyens, parmi d'autres, en tous les cas, avec une grande efficacité, pour diminuer ou arrêter de fumer. Ça se passe très rapidement.
Alors Pascal, le jeûne d'une journée par semaine est-il aussi efficace qu'une semaine ou deux par an? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Donc, l'un ne remplace pas l'autre, l'un est complémentaire de l'autre. Donc, dans les conseils, c'était ma dernière diapositive. Pascal, j'ai donné comme conseil pour prévenir les cancers, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le burn-out, etc., dépression, faites une semaine de jeûne. Ça, c'est la base parce que c'est ce qui permet d'aller vraiment plus loin dans l'élimination des toxines, dans la modification, l'inversement des paramètres biologiques et la protection des cellules. C'est ces jeûnes-là qui agissent au niveau du corps et de l'esprit. Maintenant, une fois qu'on fait ça une fois par an, ce qui est, à mon avis, c'est pas la peine d'aller plus loin, sauf s'il y a des raisons médicales pour des cas spécifiques qu'on ne peut pas évoquer ici, une semaine par an, c'est parfait. Maintenant, pour entretenir ce bénéfice, c'est là où le jeûne séquentiel va agir. Et plutôt que de faire une journée de jeûne par semaine, c'est ce que je faisais avant, je trouve beaucoup plus confortable et plus efficace de faire 4, 5, moi je fais 7 jours sur 7, de jeûne séquentiel, 16-24, c'est-à-dire que je mange que sur 8 heures tous les jours. Et ça, c'est l'entretien du bénéfice. Donc l'un ne remplace pas l'autre. Alors Roland, peut-on continuer la prise de compléments alimentaires durant un jeûne? Par exemple, magnésium marin, oméga, etc. On peut, mais ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère laisser le corps faire son travail. Il se régule lui-même. J'ai dit dans les 4 R, grâce au repos, il y a la réparation, la réharmonisation et le rééquilibrage. Donc, le corps se rééquilibre. Il se rééquilibre au niveau des taux de fer, il se rééquilibre au niveau de la glycémie, de l'insuline, il se rééquilibre au niveau des récepteurs au niveau. Donc, nous, quand on fait un jeûne, ce que je conseille et ce que je vous conseille, prenez rien, il sera toujours temps de reprendre vos compléments après le jeûne. Et c'est encore mieux, vous les assimilerez encore mieux. Donc, laissez le corps au repos, laissez-le se débrouiller. C'est le meilleur médecin que vous avez. C'est ce qu'Hippocrate appelait le médecin intérieur. Alors, Marie-France, tiens, je lis, parce que j'ai sous les yeux, ça m'intéresse. Mon ami, 77 ans, a fait un infarctus il y a 1 an. Il a 3 stents dans 3 artères. Il est maigre. Aussi, il ne prend pas de médicaments pour le moment. Eh bien, je ne peux pas répondre. Marie-France, je ne connais pas. Les fois que j'ai le dossier médical, je ne peux pas vous dire, en lisant son dossier médical, avec en plus ses problèmes de confidentialité, je ne peux pas dire combien de temps il peut jeûner. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que s'il a de la fibromyalgie, s'il a de la fatigue chronique, ici, il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires, il a 3 bonnes raisons de faire un jeûne. Maintenant, il faudrait évaluer ça. Et là, je conseillerais, tenant compte du tableau, de le faire de façon encadrée et supervisée et encadrée. C'est les patients, les clients qu'on reçoit. Et là, on évalue avant, pendant, la durée, comment on peut faire le protocole. Mais il y a des indications et après, il faut faire du sur-mesure en fonction du dossier médical de votre ami. Il y a Anne, le jeûne peut-il aider dans le cas de calcul à la vésicule biliaire? Alors oui, il peut aider, mais il y a des précautions à prendre. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans des questions intéressantes, intéressantes dans le sens où on voit que le jeûne est une grande panacée, a plein de vertus, mais c'est là où c'est bien d'avoir un avis d'un spécialiste pour, je ne plaide pas uniquement pour ma paroisse, c'est parce que ce que je souhaite, c'est que vous ne vous exposiez pas, vous n'ayez que les bénéfices du jeûne, vous n'ayez pas les inconvénients. Je dis ça parce que encore hier, j'étais à une émission de radio et j'ai pris une auditrice qui expliquait qu'elle avait fait 11 jours de jeûne, il y avait plein d'inconvénients. Oui, parce que, ou comme la première auditrice de tout à l'heure, qui nous disait qu'elle s'est retrouvée avec des problèmes d'omblocation et tout, il y a quelques précautions à prendre. Donc, c'est une bonne indication. Si vous avez la vésicule qui ne marche pas très bien ou qui est encrassée, c'est parce qu'elle n'arrive plus bien à éliminer les déchets. Donc là, il faut accompagner le protocole avant, pendant, si besoin, et après, avec des plantes qui vont aider à mieux fonctionner votre vésicule biliaire. Donc, le jeûne plus phytoaroma peuvent être un moyen extrêmement efficace pour éviter d'avoir des calculs biliaires et d'aggraver les fonctions. Mais là, il faut faire du sur-mesure pour notre auditrice. Alors, LCDT, à partir de quel stage d'embonpoint parle-t-on de surpoids? Surpoids, IMC au-dessus de 25. Obésité, 35. Donc, jusqu'à la normalité de l'IMC, c'est 18-25, mais bon, tout ça, on trouve la littérature sur Internet. Donc, 25-30, on est en léger surpoids. 30-35, on est en surpoids. Et à partir de 35, obésité. 40, obésité morbide, etc. Après, pour moi, le plus important, ce n'est pas que l'IMC. L'IMC, c'est un paramètre parmi d'autres, mais j'aime bien prendre cet exemple du bodybuilder. La personne qui fait du bodybuilding peut avoir avec un IMC à 35 et ne pas être en surpoids parce qu'elle a une telle masse musculaire que son IMC est important, puisque c'est un rapport uniquement
du poids sur la taille. Par contre, ça dépend de quel surpoids on a. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les problèmes de gras viscéral. Et là, c'est ce qui se passe autour de la taille. Donc, plus on a ce qu'on appelle le syndrome de la bedaine, et plus le jeûne est indiqué pour aller attaquer ce gras et surtout prévenir les risques de maladies inhérentes au surpoids que j'évoquais tout à l'heure. Alors Céline, existe-t-il un danger à faire un jeûne lorsqu'on est en dénutrition? Entre parenthèses, anorexie. Oui, oui, ça fait partie des contre-indications. Ce n'est pas la dénutrition qui pose problème, parce que la dénutrition, comme je le disais tout à l'heure, on peut anticiper dans ce cas-là. Un jeûne, ça se prépare. Hein. Si on part sur une semaine de jeûne, on ne fait pas ça du jour au lendemain. En général, on planifie, surtout si on le fait dans un centre où on héberge, etc. Donc, il y a une planification à faire, ou entre amis, ou même si c'est pour ça, il faut poser des congés ou autre, on s'organise. Donc, ça se prépare. La dénutrition, on a le temps avant un jeûne de reprendre quelques compléments ou quelques super aliments qui vont permettre de refaire les réserves et on ne va pas s'exposer à ce niveau-là. Par contre, l'anorexie, c'est un problème mental. Et les problèmes d'anorexie mentale, là, oui, ça fait partie des contre-indications où ça peut réactiver ces problèmes-là. Donc, grande prudence. En tout cas, ça fait partie des contre-indications que j'évoque dans le livre. Alors, est-ce que oui, les diabétiques, ça en a déjà parlé. Là, il y a quand même pas mal de questions qui reviennent. C'est Rachel, peut-on pratiquer un jeûne lorsqu'on prend des neuroleptiques et des lithiums à cause de troubles bipolaires? Donc, c'est un peu pareil que tu viens de dire. Là, je ne peux pas répondre. On est sur... Évite les questions vraiment médicales, Emmanuel, parce que je ne pourrais pas y répondre. Nous, on en a eu pris avec un avis médical. Il faut qu'il y ait un accord du médecin. Donc là, ce n'est pas de mon ressort. On est sur du médical. Le jeûne a des vertus antidépressives. Préventives, c'est génial. Si un traitement est médical, nous, on le demande. Et là, on voit que le médecin, c'est lui qui évalue si on peut ou pas. Et si on peut, comment dirais-je, comment on modifie le traitement, c'est du ressort du médecin. Donc là, je ne peux pas répondre à ces questions dès qu'il y a des problèmes spécifiques. Alors, pour le jeûne séquentiel de 3 jours par semaine, il vaut mieux faire 3 jours de suite ou ça peut être 1 jour sur 2? Non, il vaut mieux démarrer 1 jour sur 2. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a à peu près 3-4 semaines d'adaptation. Hein. Après, une fois que le corps est adapté, pas de souci. Mais au début, ce qui se passe, c'est que là, au lieu de faire, si vous mangez toutes les... Voilà, si vous avez une pause, ce qu'on appelle la pause nocturne, le jeûne nocturne, eh bien, lorsque ce jeûne nocturne est en général 11-12 heures, passe à 16 heures, bah, le corps, dans les 4 heures ou 5 heures qu'on a ajoutées, il cherche le carburant. Donc, au début, vous pouvez avoir un petit peu une baisse de glycémie, un petit peu de mou. Vous n'êtes pas, ça peut créer un petit peu d'inconfort. Donc, il vaut mieux lui permettre de rentrer. Moi, je suis vraiment pour la méthode douce. On commence par faire ça 1 jour ou 2 par semaine. Donc, on étale. Ensuite, on augmente d'une journée toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On va faire ça de façon progressive. Si vous faites 3 jours de suite, c'est un peu exposant. Une fois qu'on a fait ça de façon progressive, c'est là où on apprécie si on augmente et jusqu'à où on veut aller. Et objectivement, moi, j'ai plein de patients à qui j'ai conseillé ça pour des raisons de santé. Donc ça se traite en consultation, des cas individuels. Et bien, à ce moment-là, ils m'ont dit, mais finalement, je trouve que c'est plus confortable de faire ça tous les jours ou, exceptionnellement, quand il y a, pour des raisons familiales, de convivialité, l'opportunité de faire un petit déjeuner, je vais le faire dans ce cadre-là. Et qui, finalement, sont beaucoup plus confortables en faisant ça tous les jours. Mais faites-le progressivement et étalez dans la semaine. Alors, il y a Edith, quels conseils et ou solutions pouvez-vous donner pour ne pas craquer au cours d'un jeûne sur une durée de plusieurs jours? Alors pour ne pas craquer, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire. D'abord, on se prépare psychologiquement, mais quand on fait ça en groupe, il y a une émulation, il y a un soutien. Et c'est vrai que c'est pour ça que je conseille tout à l'heure, sur des jeûnes plus longs, 3, 4, 7 jours, partons sur une semaine, eh bien, au début, quand on fait ça en groupe, c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a vu qu'on arrivait à le faire, eh bien, on voit si on est capable de le faire tout seul après. Mais on a des personnes qui nous disent, moi, je pourrais le faire, j'ai tous les protocoles, je les connais, je suis déjà venu avec vous plusieurs fois, maintenant, en plus, il y a le livre, donc il y a toute la matière, mais qui, par confort ou par convivialité, préfèrent être en groupe. Mais les conseils, c'est de vous préparer et de savoir que si vous êtes bien programmé, l'autre corps sait jeûner. Donc, c'est juste la tête à réconcilier par rapport à ça. Alors, il y a Laure qui se demande, certaines personnes objectent que le jeûne représente un stress pour le corps. Comment peut-on leur répondre? Eh bien, pour leur répondre qu'ils ont raison, sauf que ce stress, il est bon. C'est parce que, justement, il y a un stress, le fait de ne pas amener de carburant,
que ça modifie l'expression des gènes au niveau des cellules et que ça enclenche tout un tas de réactions, dont un grand nombre que j'ai évoqué dans ce webinaire, entre autres le côté antioxydant, le côté protection des cellules. C'est grâce à ce stress que les cellules sont moins exposées au poison et c'est pour ça que les travaux scientifiques ont montré qu'on supportait mieux les chimiothérapies. Donc on leur répond qu'on a plus d'antioxydants, on a plus de protection au niveau des cellules, donc ça s'appelle le E-stress, donc c'est un stress positif. Donc, par contre, si vous avez bien suivi mon exposé, vous avez vu que ça modifie la chimie du cerveau, et à ce moment-là, au contraire, à partir de la 3e journée, même un petit peu avant, dans certains cas, eh bien, on est moins vulnérable au stress et on améliore notre tolérance au stress. Alors, il y a Agnès là qui nous parle pour ton livre. Peut-on avoir une version numérique du livre? Nine, Agnès, c'est pas possible. Ça n'a pas été, ça c'est pas mon choix, c'est l'éditeur. Pour une version numérique, c'est que quand on sort un livre, on attend quand même, l'éditeur attend qu'il y ait quand même quelques ventes, ce que je comprends, il faut qu'il rentre dans ses frais. Et derrière, les versions numériques, c'est dangereux. Elles sont piratées rapidement. Donc, j'ai posé la même question à mon éditeur. Donc, il n'est pas prévu de version numérique. Donc, on restera sur la version ancienne papier. C'est bien aussi, le papier, moi j'aime bien. Il y a des pages, il y a des beaux schémas, on peut le tenir dans les mains, mais pas pour le moment. Alors, je crois qu'on a presque vu toutes les questions, parce qu'après, ça se regroupe. Les compléments alimentaires. Attendez, je vais répondre. Tiens, bouge pas, je vais répondre. Laurence, tu veux répondre? Excuse-moi. Il y a Marie qui pose, est-ce qu'on peut ajouter des hydrolats à l'eau? Y a-t-il des périodes plus favorables que d'autres pour faire un jeûne? Alors, moi, oui, c'est une bonne question, Marie. Je suis aromathérapeute, donc bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. On le fait pendant le jeûne, ponctuellement. Par exemple, je vais utiliser l'hydrolat de menthe poivré, ce qui est intéressant, antinauséeux. Je vais ajouter l'hydrolat de gingembre, qui est intéressant pour les versions antinauséeux. Il faut savoir que les premiers jeûnes, tant qu'on a pas mal de toxines, eh bien, les premiers jeûnes amènent un peu d'inconfort. Ce n'est pas une maladie, c'est simplement le fait que les déchets toxines sont recyclés et le fait de les remettre en circulation, il faut ensuite les refiltrer par voie hépatique, rénale, et ça peut amener un petit peu d'inconfort. Et entre autres, les inconforts digestifs, quand ça passe par les voies hépatobiliaires, eh bien, ça peut donner des notions de nausée, maux de tête. Donc, oui, on utilise, alors, je ne suis pas pour être trop interventionniste, mais quand on peut amener un petit peu de confort, j'en parle dans l'ouvrage aussi, Marie, hein, si vous prenez le livre, vous verrez, je parle de quelques hydrolats, calculs essentiels que j'utilise, je parle de mon expérience en tant qu'encadrant qu'on peut utiliser. Alors, il y a Pascal. J'ai lu que les toxines étaient stockées dans la graisse et que le jeûne a libéré trop de toxines d'un coup en cétose. Qu'en est-il? J'ai lu que les toxines étaient stockées dans la graisse et que le jeûne… Alors, ce que vous avez lu, Pascal, c'est exact. Une partie des poisons sont hydrophobes et liposolubles, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans la graisse. Donc, c'est vrai. C'est pour ça qu'un jeûne, ça se prépare et qu'on ne fait pas ça de façon sauvage. Et pour répondre à votre question, ce qui est une très bonne remarque, Pascal, eh bien, j'ai un protocole où pendant la phase de préparation, quand on a une personne qui a beaucoup de toxines, moi je les vois en général, je demande à aller voir avant, faire un petit entretien, ou idéalement même une consultation ou une consultation à distance. À ce moment-là, on commence la détox avec des compléments nutritionnels qui vont permettre justement de libérer progressivement les toxines, ce qui évite un choc trop important et d'éviter, il n'y a pas de danger, sauf que ça met beaucoup d'inconfort. Donc c'est bien de le savoir et c'est bien de le préparer. Donc, il y a une solution par rapport à ça, sans aucun problème. Alors, encore une question sur le jeûne séquentiel. Si on fait un jeûne séquentiel uniquement, donc sans cure annuelle de 7 jours, est-ce que ça apporte vraiment des bénéfices? Oui, ça apporte des bénéfices. J'ai fait un tableau dans le livre, un tableau qui permet de voir quel bénéfice. C'était une question que je lui ai passée tout à l'heure, donc ça répondra en même temps à l'autodirectrice. Je parle du jeûne séquentiel, je parle du jeûne séquentiel 16 heures, du 20 à 24, donc 20 heures de jeûne par jour. Je parle du jeûne 3 jours, du jeûne 7 jours et des jeûnes plus longs. Et chaque jeûne a son intérêt. Donc, le but aussi de cet ouvrage, c'est justement de répondre à toutes ces questions. Il y a beaucoup de littérature, il y a des tableaux de synthèse qui permettent de pouvoir vous guider, de vous dire, à l'issue du livre, normalement, vous devez avoir une idée de ce qui serait le plus adapté par rapport à vous. Tout à fait. Alors également sur le séquentiel ou celui de 7 jours, est-ce qu'il faut boire plus d'eau pendant le jeûne? Oui, j'ai répondu à la question tout à l'heure, on boit plus d'eau. Je vais répondre à Anne, c'est un cas particulier, mais celui-ci, malheureusement, il concerne pas mal de gens et beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que le jeûne est conseillé pour la maladie de Lyme? Anne, je vais vous répondre la chose suivante. J'ai une expérience, malheureusement, je n'ai pas recueilli son témoignage.
de façon écrite, je l'aurais mis dans l'ouvrage, j'ai mis quelques témoignages dans l'ouvrage, d'une personne qui était atteinte de la maladie de Lyme, qui habite dans la région de Bordeaux, sur le bassin, pardon, qui a été suivi en infectiologie au CHU de Bordeaux, et donc maladie déclarée avec tous les tests qui ont montré qu'il avait la maladie de Lyme. Donc on a fait ELISA et le Stenblock, donc les deux tests. Donc là on est sûr qu'on a une maladie de Lyme avérée. Sur les conseils d'un ami à lui qui est venu jeûner chez nous, il vient faire un jeûne pour espérer avoir une amélioration. Je n'avais pas d'expérience jusqu'alors sur le sujet, enfin en tous les cas par rapport au bénéfice du jeûne. Il est ressorti avec une semaine de jeûne où les marqueurs sont terminés, la maladie de Lyme est guérie. Alors, je ne dis pas ça, je ne vends pas de la promesse, Anne, hein, mais je suis en train de vous dire qu'au moins, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va améliorer votre immunité, que ça va éliminer, ça va permettre d'optimiser l'élimination des toxines et des toxiques. Et on sait que la maladie de Lyme, on est beaucoup plus exposé à cette maladie quand on a soi-même un certain nombre de déchets qui sont stockés. Et là, on a des recherches qui nous l'ont montré. Donc, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que vous améliorerez votre condition. Et peut-être que même vous aurez une guérison par rapport, en tous les cas, on peut attendre. Alors moi, je travaille aussi sur cette maladie avec l'aromathérapie. Donc, quand on cumule, il y a, comment dirais-je, on améliore complètement le sujet. Alors, on va terminer avec deux questions. Donc, il y a plusieurs questions sur les scléroses en plaques. Est-ce que ça peut aider pour les scléroses en plaques? Maladie auto-immune. Toutes les maladies auto-immunes, il faut vérifier la condition de la personne qu'il n'y ait pas de contre-indication. Il faut avoir un avis médical pour les traitements médicamenteux, je ne le redis pas. Mais en tous les cas, on va, sur tout ce qui touche l'immunité, on améliore l'immunité. Immunité, donc maladie auto-immune, on va améliorer sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies-là. Alzheimer, c'est neurodégénérative, hein, mais on va avoir une amélioration. Maintenant, là, on fait du cas par cas. Mais oui, c'est une amélioration pour Peggy. On a eu des personnes qui avaient des CEP qui sont venues faire des jeûnes chez nous. On ne traite pas la CEP avec un jeûne, on améliore la condition, on modifie son hygiène de vie et donc on va améliorer complètement ses conditions. Alors, une dernière question, Alain, avec Céline, parce que je crois que tu n'as pas répondu tout à l'heure, il y a déjà eu la question. Y a-t-il une période dans l'année plus propice au jeûne? La meilleure période, c'est quand on ressent l'envie. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. Par contre, comment dirais-je, la période où le foie est le plus fort pour sa fonction de détoxication, c'est au printemps. Et la période la plus intéressante pour booster l'immunité, c'est à l'automne. Donc, nous, on concentre nos cures sur ces deux périodes-là. Mais moi, j'ai fait des jeûnes au mois de décembre, j'ai fait des jeûnes au mois d'août. Ce qu'il faut éviter, c'est quand les conditions climatiques sont trop, comment dirais-je, abruptes. S'il fait trop chaud ou trop froid, ce n'est pas toujours confortable. Alain, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas surtout à cliquer sur le lien qu'on vous a donné pour avoir un peu plus d'informations, voir des extraits du livre d'Alain, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez faire un jeûne intermittent ou sous une bonne période. Et donc, merci pour toutes ces informations, Alain. Merci à tous d'être restés très nombreux ce soir. Et puis, à très bientôt pour d'autres conférences. Voilà, ben pour ceux qui feront le choix de lire le livre, bonne lecture, bonne intégration. Vous avez également les coordonnées du site sur le livre, donc s'il y a des questions plus spécifiques, vous verrez. Et je serai très heureux de vous retrouver pour un prochain webinaire. Bonne soirée à toutes. Merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je vois qu'à l'heure où je vous parle, il y a plus de 450 personnes qui sont encore là. Donc, c'est super. Le sujet vous intéresse. Vous avez raison. Vous êtes au cœur de votre santé avec le jeûne pour le corps et pour l'esprit. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.